FM 102.8 qui se plaignent. Hein. Le numéro de téléphone qui vous permet de participer avec vos messages est le même que celui qui est utilisé dans le cadre dont marche sur la capitale, le 6 91 94 38 29. Ils ont envoyé un message pour dire qu'ils se sentent un peu lésés. C'est le 6 91 94 38 29 pour les auditeurs de Capital FM qu'on salue d'ailleurs ce matin. Ce soir, depuis quelque temps, le cacao camerounais connaît une embellie certaine avec des prix au kilogramme qui explosent. Le monde paysan jubile. L'État annonce des dispositions qui vont permettre d'accroître la production du cacao dans notre pays avec des réformes telles que les réformes du FODEC et autres. L'embellie est certaine, mais pour combien de temps? Quelles sont les clés de cette embellie? Quelles sont les perspectives? On va parler cacao ce soir avec nos invités qui sont déjà installés. On accueille avec beaucoup de bonheur Séraphin Avoto. Il est le président national, le président de l'Association nationale des producteurs de cacao et café. Il s'agit bien de cela. Séraphin, bonsoir et bienvenue. Oui, merci de l'invitation. C'est bien ça. L'ANPCC en abrégé. Oui. Antenne communale des OETL. Les OETL. Oui. Votre travail, c'est quoi au quotidien avec votre association? L'association est là pour sensibiliser les producteurs dans les initiatives et les programmes que le gouvernement met en place en leur faveur. Et à cela, on essaie un peu de les organiser en coopérative, pour organiser les marchés groupés. Bref, tout ce qui va dans le sens d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Quel est l'état d'esprit des producteurs aujourd'hui? Ils sont contents, ça se passe bien? Les producteurs sont contents et ça se voit à travers leurs conditions de vie dues au prix du cacao qui a augmenté. Ils ne souhaitent que cela se maintienne parce que avec l'inquiétude des indications de climat, ce n'est pas serein. Et on se dit que avec la main forte du ministre du Commerce qui fait un bon travail dans ce secteur, on pourra avoir un prix stable. Et si il est combien ce prix-là aujourd'hui, le prix du kilogramme? Parce que le prix varie. Oui. Ça varie en fonction de la distance. Parce que l'Office national qui donne les prix quotidiens peut vous dire que si vous livrez à Douala, vous êtes à 4000 quelque chose. Bon, je ne veux pas... Ça dépend maintenant du contrat de celui qui veut venir acheter peut-être Angelmendouka, partant de Douala, ou bien si celui-là parle de son cacao d'Angelmendouka, ou bien des hôtels chez moi, pour arriver à Douala, il y a des charges qui sont liées au transport, à la manutention et autres choses. Ça peut faire que le prix que le ministre a dit dans les centres d'excellence, c'est 5200. 5200. Oui. D'accord, parfois elle atteint justement les 5200. On sait également que dans certaines localités, les acheteurs, les vendeurs regroupés ont refusé certaines offres des acheteurs. Ils veulent gagner plus, ils veulent gagner mieux. Nous accueillons Zamkal Didier. Il est enseignant, il est journaliste également, proche du monde de la production du cacao et même du café, donc le monde agro-pastoral. Zamkal Didier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, merci pour l'invitation. Allez, le monde du cacao, en un mot, il se porte bien, très bien? Le monde du cacao, aujourd'hui au Cameroun, on peut le dire, au vu de ce qu'on observe, c'est que les producteurs sont dans la joie, les prix ont explosé depuis 2 ans, et on peut dire que à l'heure actuelle, il va très bien. Mais Jean-Jacques Zé, je voudrais déjà vous dire que moi, je me méfie de tout ce qui est spectaculaire. Oui. Parce que, à l'observation, la montée, la flambée des prix du cacao, pour moi, ces 2 dernières années, est très spectaculaire. Parce que si on essaie de voir le gap du prix, il y a de cela 3 ans, et après 2023, 2024, maintenant 2025, on ne comprend pas très bien quels ont été les mécanismes qui ont concouru pour que le prix du cacao, qui a coûté depuis les années 80 avec la grande chute, et l'explosion qui arrive en 2023, on ne voit pas très bien la traçabilité, on ne voit pas très bien ce qui a été fait en dessous pour qu'on arrive à ce résultat. Alors pour moi, d'emblée, il est spectaculaire,
et je m'en méfie. Et vous vous en méfiez. On va en parler. Il y aura en tout cas des chercheurs, des producteurs d'ouvrages sur le cacao. Vous avez d'ailleurs le président qui est là. Peut-être qu'ils nous diront les clés de cette embellie. Est-ce que c'est la manne qui est tombée subitement du ciel? Tout le monde court aujourd'hui vers le cacao pour profiter justement de cette embellie et de cette flambée des prix. On accueille quelqu'un qui est un habitué des plateaux, même s'il ne s'agit pas toujours de la production agricole. Lorsqu'il intervient, c'est parfois des choses assez compliquées. Même son accoutrement est assez compliqué, on aime bien cela comme cela. Le Korkotongor, Arbogast, Visiongor, c'est ça, communicateur social. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un petit rectificatif, c'est Arbogast Visengor Korkotongor. Arbogast Visengor Korkotongor, vous allez dire que ça allait être compliqué. Ne vous coupez pas la langue. Ça va être compliqué. Merci. Alors déjà. Lorsqu'on annonce que vous êtes invité, les gens m'écrivent, disent il y a quoi? Est-ce qu'il y a du mysticisme dans le cacao? Vous voulez même finalement parler de quoi là-bas? Mais déjà, avant de parler du cacao, permettez-moi quand même de vous dire merci pour cette invitation, toutes mes amitiés. Je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs aux promoteurs de cette merveilleuse chaîne de Patriarche Dieudonné Mveng. Absolument. Je n'oublie pas Parfait ici et toi qui as beaucoup fait pour moi, pour que je sois quelqu'un dans le monde de la communication. Oui. Vraiment, toute leur famille. Je n'oublie pas le fan club de Pharmacam qui est animé par un certain Albert Bellinga, Papa Paul et le reste. Que les autres n'en veulent pas, mais qu'ils suivent l'émission. Quand vous parlez déjà du cacao, le cacao en soi est mystique. La fève du cacao est mystique. Le beurre du cacao est mystique. Ce n'est pas pour rien que c'est une denrée alimentaire qui n'est pas à la portée de tous. Vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président. Lui, il est producteur. Il est producteur. C'est pour cela que, généralement, ici au Cameroun, nous, on nous fait manger les résidus pendant qu'on envoie la meilleure partie du cacao, la meilleure substance du cacao ailleurs. On se pose beaucoup de questions. Et pour rechuter, je vais corroborer avec je vais réagir à ce mon copanéliste. Non, je corrobore avec Didier disait tout à l'heure. Oui. Quand un don est important, même un saint devrait s'en méfier. Parce que la flambée des prix du cacao, depuis 2 ans, fait exactement peur. Bien qu'elle soit une embellie dans ce monde-là. D'accord, on parlera du côté production, des retombées économiques, mais des perspectives. Et là, on comprendra s'il y a quelque chose qu'il faut faire pour maintenir ces prix à ce niveau. Et si le Cameroun peut, dans la durée, maintenir ces prix. Le temps d'accueillir rapidement Joseph-Marie Elundu. Il est consultant senior, il est expert cacao. Il est même auteur d'un ouvrage qu'on aura la possibilité de découvrir avec la réalisation sur le cacao. José-Marie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Ça fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés sur un plateau. C'est un plaisir. Et bonne année à vos multiples téléspectateurs, bien sûr à tous mes panélistes. Alors le noir me fait un peu peur. Est-ce que vous venez faire le deuil du cacao au moment où on a envie de célébrer le cacao? Mais c'est un problème terrible. Nous sommes des Noirs et notre couleur nous fait peur. Il m'a eu. Là, tu lui répondras. En tout cas, très belle tenue et surtout que nous avons choisi, en dehors des Amkal, qui a mis son joli costume. On a un peu choisi de rester un peu dans le monde africain avec nos différentes tenues. On va parler justement de cacao, mais avant cela, je vous invite à regarder un reportage qui a été réalisé dans une structure qui produit du cacao, 60 hectares pratiquement. C'est Covagro du côté du Oyon, dans les alentours d'Abomban, avec justement une embellie des prix. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vous propose cet élément réalisé avec le concours de Télésud. L'idée de mettre sur pied une cacaoyère germe ici en 2013. À cette époque, les coûts du cacao sont meilleurs que les années antérieures. Le kilogramme atteint les 1500 francs CFA.
Un prix jugé suffisamment attractif au moment où la tendance était plutôt à l'abandon de la cacaoculture au profit des cultures vivrières. Pendant que le cacao essayait de lever la tête, le café connaissait une chute vertigineuse. La coopérative des variétés agro-pastorales se lance fortement entre 2013, 2014 et 2015, encouragée par l'injection de nouvelles variétés issues de la recherche, notamment celle de l'Institut de recherche agricole pour le développement d'Irak. Rendu en 2024, le projet occupe une superficie d'environ 62 hectares sur les 300 que compte l'exploitation agro-pastorale située dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun. Le cacao occupe la deuxième place en termes de surface d'exploitation avec une 60aine d'ouvriers permanents. Ce début du mois de mai 2024, la plantation est en pleine intersaison. La période est consacrée à l'entretien en vue des prochaines productions et récoltes. La tâche est importante et délicate. Le président du conseil d'administration de Covagro conduit personnellement les opérations sur le terrain. Cette étape de transition est le gage de la production à venir. Il est question pour nous d'entretenir le cacaoyer, c'est ça. Pour l'entretenir, qu'on fait là important et lui apporter des produits pour éviter que ces fleurs, si nous les perdions, pour obtenir de ces fleurs qu'elles se transforment en chérelle, en petite cabosse, et surtout une cabosse avec des fèves aussi grosses et aussi fermes. C'est ça que nos acheteurs, ceux qui produisent le chocolat, recherchent davantage. De bonnes fermes. Et pour nous-mêmes, cela comporte un avantage parce que des fèves grosses et fermes pèsent plus. Dès que vous avez bien assuré votre fermentation et que vous avez bien séché votre cacao, vraiment, les acheteurs sont capables de mettre le prix, comme ils l'ont fait ici le 5 mars. Le prix est parti de 2800 francs le kilogramme à 4225 ici, parce que la qualité du cacao était bonne. Le climat est propice ce jour. La journée de travail va être longue. Sans se faire prier, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Ici, il faut débarrasser les plantes de tout parasite. Et c'est un travail assez technique parce que il ne faut pas tout enlever. Sinon, le cacao n'aura plus assez de branches. Et pourtant, ce sont ces branches-là qui portent les cabosses. Plus loin, une quinzaine de pulvérisateurs et atomiseurs sont associés. Là, c'est à 320. Et 250 litres. L'autre, c'est le fixant. Normalement, on le met pour que la pluie ne lessive pas les produits. Mais comme le temps, il fait beau temps, on va le sursoir. Mais on a quand même aussi gradué la boîte. Puisque la mesurette ici là, demande qu'on mette à 40 par pulvérisateur. Ça revient donc à 320 fois 2. 640. Donc sur la grande dosette, nous avions mis la marque ici. Et on ne va pas l'utiliser parce qu'il fait beau temps. Bon, maintenant, on va donc agiter le produit afin qu'on puisse l'utiliser en champ. On a les épis pour assurer la protection. Donc, on le tourne bien, bien, bien pour que le mélange soit homogène.
La flambée actuelle des prix a commencé ici le 5 mars 2024. De 2800 francs CFA, le prix du cacao s'est retrouvé à plus de 4000 francs CFA. Une grande première déclencheur de l'embellie nationale d'aujourd'hui. Le prix du kilogramme de cacao se situe au-delà des 5000 francs CFA. Le Cameroun fait la une en Afrique. Les prix appliqués sont loin au-dessus des grands producteurs mondiaux que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Comment expliquer aujourd'hui cette embellie? Covagro se félicite davantage de ce que c'est ici que le boom est parti. C'est d'ici, de Covagro, le 5 mars dernier, le 5 mars 2024. Lors d'un marché organisé ici, nous avons enregistré 5 acheteurs titulaires de licences. Et le système mis en place par Covagro, accompagné par l'ONCC, a permis que par un système des enchères, que, en raison aussi de la qualité du cacao de Covagro, que le prix soit parti ce jour de 2800 francs qui était pratiqué au plan national à 4225. On a atteint un pic jamais observé sur le marché. Cela s'explique comment? Cela s'explique parce que la demande du cacao a régulièrement augmenté au niveau mondial avec de nouveaux débouchés que constituent l'Asie notamment et l'Afrique. Et malheureusement, l'offre, elle a baissé. L'offre a baissé par les conditions climatiques qui n'ont pas été favorables. Et le déficit cette année s'est situé au niveau de 12%. Donc, tous ces éléments mis ensemble, on a observé donc de manière constante que le prix s'est envolé. La qualité de ces prix a ouvert une nouvelle course à la cacaoculture. Une sorte, en réalité, de retour aux sources qu'il faut cependant bien scruter et même canaliser. Au regard et compte tenu de ce que le cacao a aujourd'hui de nouveaux débouchés, on a parlé d'Asie et d'Afrique. Là-bas, les contraintes écologiques, ou alors les contraintes d'une cacaoculture sans déforestation n'étant pas posées, je pense que ce n'est pas un grand risque pour cela de retourner à la cacaoculture. Mais ce que je voudrais davantage suggérer, pour ne pas demain se voir fermer certaines portes en raison de ce que vous n'avez pas observé les itinéraires prescrits par les demandeurs du produit, je pense que nous devons privilégier la restauration d'anciens vergers. Le cacao, aujourd'hui, est au cœur des préoccupations de l'Union européenne. Le plus grand marché a décidé de durcir les conditions d'accès à son espace avec le cacao sans déforestation. L'Afrique et le Cameroun n'ont pratiquement pas le choix, mais la migration vers ce cacao zéro déforestation ne sera pas sans frais. L'Union européenne a mis en place une réglementation qui vise à n'autoriser dans son territoire à partir de la fin de cette année que du cacaoyer produit ou issu des plantations sans déforestation. Il faut que dès à présent, pour les nouvelles parcelles, qu'on s'engage à respecter cette réglementation-là. Avec 3 axes majeurs, le premier portant sur la protection et la restauration des forêts, le deuxième portant sur la production durable, la commercialisation, et le troisième portant sur l'engagement communautaire. Pour continuer de tirer avantage des retombées de la tendance haussière du prix du cacao sur les 3 à 4 prochaines campagnes au moins, les producteurs camerounais et africains pourraient, avec l'aide des autres parties prenantes, adopter des pratiques culturelles visant à promouvoir les méthodes agricoles respectant autant que faire se peut l'environnement, la biodiversité et la capacité naturelle d'absorption des sols. Des mécanismes qui devraient permettre de maintenir la production même face aux conditions climatiques pas très favorables. Ici interviennent les exigences d'amélioration du suivi et l'entretien durable des parcelles. Il y a 2 éléments qui peuvent l'expliquer. Il y a un facteur qui est exogène, il y a des éléments au facteur endogène. Le facteur exogène, c'est le climat. Si on a un bon climat, le cacaoyer aimant la pluie et le soleil, si on a un climat assez régulier dans l'année, dont les saisons assez respectées, c'est le premier élément et il est fondamental. Le deuxième élément maintenant que nous avons qualifié de facteur endogène concerne
les opérations de traitement apportées au cacaoyer. Ces opérations qui doivent s'exécuter suivant un calendrier bien précis, calendrier que nous devons nous-mêmes élaborer en début de saison pour s'adapter aux nouvelles périodes, en nettoyant le champ de mauvaises herbes, en apportant des traitements lutte contre les capsides, les myrides et à un moment la pourriture brune. Il faut ici apporter des éléments nutritifs complémentaires. Le sol déjà apporte de l'aliment, la pluie apporte de l'aliment au cacaoyer. L'embellie observée aujourd'hui entraîne un énorme challenge pour effacer les incertitudes du lendemain qui existent. Les analyses récentes appellent les parties prenantes à adopter des mesures d'accompagnement et d'encouragement des organisations des producteurs. Il s'agit par exemple du développement de la recherche pour obtenir un matériel végétal résilient face au changement climatique, le renouvellement des vergers vieillissants ou abandonnés entre autres mesures. La réduction des incertitudes du lendemain passe également par des réflexions sur l'amélioration de la structuration du marché national du cacao dans la perspective de tirer le meilleur parti des deux systèmes en vigueur en Afrique et de déboucher sur un modèle hybride de commercialisation qui conjuguerait un savant dosage de régulation et de libéralisme. Voilà, nous étions là au cœur de la compagnie des variétés agricoles Covagro et on a un peu l'histoire du cacao, la production, l'entretien, mais les questions justement ont été soulevées dans cet élément. Sur cette embellie, comment en est-on arrivé là? Pour peut-être répondre aux préoccupations, aux inquiétudes de Didier tout à l'heure, comment en est-on arrivé là que subitement, en 2024, le cacao, le prix grimpe? Comment en est-on arrivé là? Oui, au regard des éléments que soulève le PCA de Covagro, l'État avait déjà commencé à penser à comment améliorer les conditions de vie, à donner un prix juste aux producteurs. C'est lors d'une cérémonie, le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, il dit que le cacao camerounais doit se frayer un chemin particulier au marché international. Ça veut dire que si toutes les conditions requises dont par le PCA sont respectées, des bonnes pratiques agricoles, parce que lorsqu'on va parler des variétés, on va dire, comme on dit au quartier, on s'en fiche des variétés, mais si elles sont bien fermentées, on a la qualité. Donc, si on met l'accent sur les bonnes pratiques agricoles, cacao et café, ça peut nous permettre de conserver le prix. Parce que quels que soient les indicateurs géographiques dont nous parlons, qu'on ne maîtrise pas, mais tout au moins, si on enseigne les bonnes pratiques aux producteurs, ils vont les apprendre, ils vont les assimiler, les garder et faire corps avec eux. Et c'est ça qui peut nous permettre de maintenir les prix. Mais l'inquiétude reste parce que ce n'est pas... C'est ce qu'on a appelé les incertitudes du lendemain. Oui. On célèbre aujourd'hui, mais on ne sait pas si on va continuer comme cela. Oui, donc, il y avait un programme pour la stabilisation des prix. J'ai dit le prix... Il y avait ou bien il y a un programme? Bon, à l'époque, moi, je ne sais pas si ça continue. J'ai dit qu'il y avait ce programme de stabilisation des prix. Je suis heureux de partager le plateau avec un père. C'est la deuxième fois que je le rencontre. La première fois, c'était toujours dans les discussions de cacao au Conseil régional du Sud. On avait parlé, on voulait un peu améliorer les conditions de vie des producteurs dans ce côté du Sud. Mais la zone étant essentiellement politique, tout développement est politique, on ne s'est plus vu. Mais je suis sûr qu'il complétera ce que j'ai dit, qu'il n'est pas très loin de ce qu'il pense. Alors, est-ce que lui, il a la réponse, José-Marie Elundou? Comment est-ce qu'on en est arrivé là, que subitement, on parte de 2000 à 4000, 5200? C'était pratiquement la célébration chaque semaine qu'on annonçait que le prix avait grimpé en Guelmedouka, en Tui et consorts. Est-ce que c'est Dieu qui est venu nous bénir subitement? Je voudrais d'abord dire à mon frère que ce qui a empêché que les choses avancent au Sud, ce n'était pas politique, c'était la gestion.
la gestion du programme par ski de droit. Donc les fonds qui avaient été alloués n'avaient pas été gérés de manière orthodoxe. Je ne pourrais pas dire plus pour ne pas créer des problèmes de susceptibilité. Je suis économiste de formation. Il y a une affaire dans notre filière qu'on appelle, dans notre discipline qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Et la demande. Ouais. Alors, ce qui se passe là est technique. Et c'est agronomique. Donc, il y a un problème agronomique et un problème économique. Enfin, une situation agronomique qui a été mal gérée et une situation économique qui devait arriver. Alors, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux grands producteurs mondiaux de cacao. Oui. Et le président Houphouët-Boigny, dans les années 80, avait massivement investi. Et évidemment, il tirait dans son siège le Ghana. Il y a donc eu une course effrénée dans le cacao. La filière était prisée. Donc, les Ivoiriens ont massacré des centaines d'hectares de terre pour mettre le cacao. À un moment donné, l'Union européenne, justement, qui est l'un des plus gros acheteurs du cacao africain, pose le problème de la désertification. On dit qu'il faut que les gens cessent de couper les arbres pour mettre le cacao. Le travail a plutôt continué. Vous savez, la Côte d'Ivoire a près de 2 millions de tonnes. Alors, et la pression européenne continuant, le gouvernement ivoirien a pris comme mesure d'arrêter de faire des pépinières. Comme ça, les gens n'ayant pas de semences arrêteraient la production. Mais l'erreur était stratégique parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de ce qu'on appelle le cycle de vie du cacaoyer. Le cacaoyer, quand on le met en terre, dans les 3-4 ans, il commence à avoir les premiers fruits. À 7 ans, il atteint ce qu'on appelle le potentiel agricole. Donc il fait 25 cabos minimum. Et ça peut durer 20 à 30 ans. Et après, c'est la chute. Il se trouve aujourd'hui que les filières ivoiriennes et ghanéennes ont atteint leur seuil de rentabilité. Donc, ils commencent à connaître la chute. Mais pas des moindres, il y a 2 ans. Ils étaient à 400 000 tonnes, c'est-à-dire plus que la production du Cameroun. La chute est vraiment vertigineuse. 400 000 tonnes, c'est pratiquement... La production du Cameroun, un peu plus d'ailleurs. Plus, parce qu'on a moins de 300 000. Et c'est la matière première dont on a besoin, par exemple, Nestlé pour tourner. Donc, qui broie 300 000 tonnes. Alors, vous comprenez que, du coup, le cacao se met à manquer sur le marché. Et c'est là où la loi de l'offre et la demande s'impose. Donc, le déclic au Cameroun, c'est quoi? Il faut, à tout seigneur, tout honneur, faire la part belle au président de la République et ses équipes qui avaient libéralisé. Donc, ce que le PCA décrivait là, c'est en fait les marchés groupés et l'achat à la criée. Donc, on le fait petit à petit. On a vu d'une année à l'autre le cacao partir pratiquement de moins de 500 francs le kilogramme. Quand il parle de 2800, on était là vraiment dans une embellie à l'époque. Et là donc, j'ai écrit dans cet ouvrage, dans un chapitre, j'étais la bataille de la fève. Parce qu'on est dans la bataille de la fève en ce moment. L'effet conjugué des transformateurs nationaux et la lutte des exportateurs locaux pour assurer leur contrat à l'extérieur, la chute des coûts, tout au moins la production des plus gros producteurs, tous ces effets conjugués font que le cacao camerounais, qui a en plus le fait qu'il est le meilleur, parce qu'il est recherché dans toutes les productions de chocolat. C'est-à-dire qu'on va avoir 10, 20, 15% de proportion de cacao chaque fois qu'on fait du chocolat. Ça veut dire peut-être pour 75 kg de cacao ivoirien,
on a besoin de 25 kg ou 15, quelque chose comme ça, du Cameroun pour avoir le parfum local. Ça fait donc qu'au moment où cette exploitation, qui est une exploitation sérieuse, parce que quand vous avez 60 hectares, c'est quand même un gars qui peut vous faire en un coup 30-40 tonnes. Absolument. Donc, il réunit les conditions pour qu'on lui achète ce produit au prix le plus élevé. Parce que les questions de prospection sont résolues. C'est sur place. Les charges, toutes les charges sont réduites. Donc, le gars fait le calcul. J'ai 40 tonnes sur place qui sont là et que je peux enlever tout de suite. Je mets le prix. Surtout que si c'est des transformateurs, parce qu'en fait, c'est des chocolatiers. 1 kg de chocolat, enfin, pour arriver au chocolat, 1 kg de cacao, vous pouvez multiplier par 5, 6, 7, 10 même. C'est-à-dire que ce que vous rapporte la transformation d'un kilogramme de cacao n'a rien à voir avec les 5 000 francs pour lesquels nous sommes contents. Donc, en fait, ce n'est pas Dieu. C'est l'explication technique que je vous donne. Et ce, je veux rassurer, parce que les Camerounais et les producteurs de cacao, c'est une embellie de long terme. Parce que vous en êtes convaincu? Si vous suivez mon explication. Même les vergers sont vieillissants au Cameroun. Si vous suivez mon explication. Oui, donc, je vous écoute. Mon explication, c'est que dans 7 ans, parce que c'est maintenant que les autres vont recommencer à mettre des pépinières pour essayer de rattraper leur production. Il faudra donc attendre 7 ans pour qu'ils atteignent leur optimum de productivité. Donc, on va continuer à avoir quand même une chute du fait des exploitations actuelles qui sont vieillissantes. Donc, moi, je mets l'embellie sur une décennie minimum. Mais la vraie question, à quoi sert l'embellie? Moi, je pense que c'est vers cette question qu'il faut aller. Moi, j'étais au village l'autre jour, un de mes cousins a reçu 3 millions, il ne savait même pas les compter. Il a eu 3 millions, il ne sait pas comment on fait pour compter ça. Vous voyez que nous avons un problème structurel. Oui, l'encadrement du monde paysan. Etc. Personne ne les a préparés à avoir subitement de l'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Il y en a qui ont 10 millions comme ça, ils ne savent pas quoi en faire. Peut-être, si vous pouvez, on va peut-être aborder ces questions plus tard. La question, oui. Vous m'avez posé une question, je vous dis, ce n'est ni sorcier, ni divin. C'est technique. C'est technique, sur le plan agronomique, sur le plan économique, et même sur le plan stratégique. C'est-à-dire que la politique de libéralisation au Cameroun a permis que le prix parte. En Côte d'Ivoire, le prix est encadré. C'est l'État qui donne le prix. Donc, le même État-là profite de cette embellie, mais ne la répercute pas de manière systématique sur le producteur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas libéralisé comme au Cameroun. Le cacao est une ressource importante pour développer le pays. Alors, Didier est satisfait quant à la réponse. Ce n'est pas un coup de hasard si on arrive à cette embellie-là. On profite peut-être d'un concours de circonstances. Peut-être que la Côte d'Ivoire et le Ghana n'ont pas été suffisamment, ils n'ont pas anticipé et qu'ils se retrouvent dans ce creux de la chute de la période de la production et nous on en profite. Je salue déjà M. Jean-Marie Londo. Joseph Londo, pour moi. Et j'apprécie son optimisme parce qu'il parle avec des arguments très techniques. Je ne vais pas aller dans la technicité comme lui. Je vais rester dans l'analyse de l'observateur. Parce que lorsque on observe la question du cacao au Cameroun, on se rend quand même compte que dans les années 80, nos parents cultivaient cette affaire. Ça a beaucoup aidé pour l'essor économique du pays. Mais il y a eu cette chute libre parce que le prix est arrivé à 500 francs. Il a si bien dit. Et les plantations ont été abandonnées. Et les plantations ont été abandonnées. Alors, merci pour le documentaire que vous venez de nous montrer avec Ovagro, où nous entendons très bien que c'est à partir de là, c'est-à-dire à partir de son initiative, 60 hectares de cacao, et puis les mesures prises, techniques, cette grande technicité, qui ont permis d'avoir de belles fèves pour que le cacao du Cameroun ait meilleure visibilité et meilleure rentabilité
Et nous sommes arrivés au résultat, nous sommes arrivés à 5 000, 6 000 francs le kilo. Maintenant, le problème se situe dans la pérennisation de cet acquis. Il est optimiste, hein? Il dit que ça pourrait courir dans les 10 ans. Justement, avant même cette pérennisation. Avec une possibilité d'atteindre même les 10 000 francs le kilo. Avant cette pérennisation d'abord, moi je reste inquiet parce que je me pose la question de savoir Covagro, qui est une industrie à côté de nos pauvres paysans qui n'ont pas d'accompagnement. Comment se fait l'équilibre? Finalement, quand on parle de cette embellie dans 10 ans, c'est pour qui? Ça profite à qui? Ça profite à qui? Est-ce que c'est pour ceux qui ont les grands moyens de faire des grandes plantations et qui pourront avoir le suivi que Covagro a, et puis l'entregent, tout cela que Covagro a par rapport à nos... Vous semblez indiquer que vous avez peur pour les petits producteurs qui n'ont pas de moyens, qui ont leurs petites plantations de survie. Oui, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Comment ça, ils sont accompagnés? Parce que maintenant, il y a le problème d'accompagnement. Ils sont accompagnés. Le problème de suivi au quotidien. Nous avons un problème de planification au Cameroun. Nous avons cette belle politique qui nous arrive, une belle manne comme celle-là. 5 000 le kilo, on a 4 200 à 4 500 cette année. Ce sont les prix officiels. Cela peut permettre au Cameroun de vraiment asseoir une politique agricole forte et viable. Mais le problème, c'est dans la planification. Puisque j'ai posé d'entrée de jeu la question de comment est-ce qu'on arrive à 4 500, à 5 000 le kilo, mais puisqu'il n'y a justement pas de traçabilité entre le discours du ministre qui annonce que le prix du cacao va connaître une embellie, mais le travail de fond qui est fait pour amener les Camerounais, peut-être ceux qui ont abandonné. Parce que ce qui se passe, c'est que ceux qui ont abandonné leur cacaoyère ont été surpris du prix et maintenant, ils doivent rentrer pour essayer d'aller revoir les tiges, commencer à travailler, etc., etc. Parce que et ils sont finalement en début de cycle plutôt. Ils sont en début de cycle, etc. Voilà. Donc, on comprend bien cette inquiétude, la Cocotonguer. Pour le monde paysan, est-ce que vous avez l'impression que le paysan est prêt à accueillir cet avantage technique, technologique, ou bien cette circonstance qui permet aujourd'hui à ceux qui reçoivent quelque chose de bien vivre de cela? Le paysan peut être très bien prêt à accueillir toutes ces mesures. Mais permettez-moi, Jean-Jacques Zé, de faire un rappel du passé. À une certaine époque, on avait la SODECAO. Oui, elle est toujours là quand même. La SODECAO, là, vous avez parlé du FODEC. Le FODEC, oui. Je crois que c'est le fonds du coco et du cacao. Oui. Donc le FODEC vient en ressource de la SODECAO parce que la SODECAO est handicapée. À une certaine époque, on avait les pistes cacaoyères. On avait les vulgarisateurs agricoles. On avait. Le reportage que nous avons suivi là est celui de quelqu'un de Nanti. Il n'est pas comme mon grand-père qui entretenait un champ parce qu'il y a les cacao hybrides et les cacao ordinaires. Pour les spécialistes, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire les cacao qui n'ont pas subi des mutations génétiques et tout. Oui. C'est le cacao ordinaire. Qui n'est pas dans les mêmes conditions que Covagro qu'on a vu tout à l'heure en reportage. Tout à fait. Oui. Un monsieur comme Covagro peut accompagner son agriculture. Il peut donc donner toute la traçabilité de cette agriculture. Ça veut dire l'historique. Et c'est ce que les Blancs recherchent toujours parce qu'on est à l'heure de ce qu'on appelle la qualité et la norme d'un produit. Ça veut dire que de la mise à la pépinière jusqu'à la récolte, au séchage des fèves. Vous comprenez? Tous les autres villageois n'ont pas ces moyens. Ça appartient à une catégorie des Camerounais. Avoir même 60 hectares, c'est, comment dirais-je, c'est une prouesse. Mais il y en a qui ont peut-être plus, il y en a qui ont plus de 100 disons, 400, 500 hectares. Ça existe. Allez dans le Mamekim, vous verrez des superficies incroyables qui contiennent du cacao. Il est donc question, je veux bien que le cultivateur, le cacaoculteur camerounais bénéficie de cette manne, mais qui l'encadre? Le coach Elundu a dit quelque chose là.
le cacao en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire de l'État. Au Cameroun, l'agriculteur est laissé à lui-même. Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas concurrencer celui dont on vient de voir le reportage là tout à l'heure. Et il faut un encadrement nécessaire pour assurer une meilleure production. Quel genre d'encadrement? On voit le FODEC vient de lancer la saison Angel Menduka avec des appuis aux agriculteurs. Moi, je ne les ai pas vus à Ezeka. Par exemple. Il faut rappeler que vous venez des Ezeka. Je ne les ai pas vus dans mon village à Badjoub. Je ne les ai pas vus. Ça veut dire qu'ils ciblent certaines zones. Si tant bien on peut cibler certaines zones, qu'on nous détermine, je vous dis que c'est une manne entre guillemets, mais qu'on nous détermine les bassins agricoles, les zones agricoles, parce qu'on ne cultive pas le cacao n'importe où, c'est une plante tropicale. On ne peut pas s'adapter n'importe où au Sahel. Vous savez que le cacao vient du Brésil, c'est pas moi qui... de l'Amérique latine, pardon. Il a été introduit par les Portugais ici à Sao Tomé et Principe, et tout le monde le sait. Il arrive donc la manne, entre guillemets, que nous avons là. Moi, je comprends bien le souci de mon copanéliste là. Ça va perdurer sur combien de temps? Qui va encadrer les autres petits cacaoculteurs là? À partir du moment où on sait que au Cameroun, lorsque quelque chose commence à produire, les grosses baleines s'en accaparent. Vous connaissez la crise foncière que nous vivons au Cameroun. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au terrain. Coach Elou, vous ne m'en démentirez pas. Je ne pense pas que c'est tout le monde qui va faire le cacao. Bon, mais maintenant, donc, est-ce que le cacao... Tu peux faire le cacao au village. Toi, tu peux faire. Merci beaucoup, coach. L'inquiétude vient du fait que, est-ce qu'en concentrant tous nos efforts sur le cacao, qui est une culture de rente, et qu'on avait appelé les gens à abandonner à une certaine période. Il y avait un discours ambiant, ils ont laissé ça aller faire le macabo. On a découpé nos plantations. Vont devenir les cultures vivrières. Parce que le cacao lui-même, pour ceux qui maîtrisent la culture du cacao, lorsqu'on met le cacao en sol, avec quand on sort la tige de la pépinière, on peut encore exploiter les cultures vivrières et tout. Mais est-ce que si on consacre tout le temps là, parce que le cacao, de par l'extension de ses racines, ne supporte plus aucune culture vivrière. Alors, ce que le cocoton est en train de dire, c'est que malgré ces avantages qu'offre la situation aujourd'hui, il faut qu'on sécurise l'agriculture vivrière, parce que le cacao est une culture de rente. Combien de Camerounais mangent même le, comment on appelle ça, c'est le hors standard là, ou les déchets de cacao que Chococam fabrique là. Nous consommons, combien de vrais Camerounais consomment la véritable... Alors là restons encore dans la production. Pour saisir cette opportunité, Dr Chowaltes, bienvenue. Vous êtes enseignant d'économie. La question du cacao, vous la connaissez bien. On a situé les uns les autres, mais on reste sur les questions. Aujourd'hui, il y a une embellie dont les clés, comment en est-on arrivé là, ont été expliquées par le coach Elundu tout à l'heure. Mais comment rester dans cette embellie est la question aujourd'hui. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'excuse pour le retard. C'était dû à des contraintes professionnelles. J'avais prévu arriver ici un peu tôt, mais l'on propose, mais Dieu dispose. Dieu dispose. Et il a disposé que vous arrivez en retard. Oui, j'ai écouté les aînés parler. Je voudrais qu'on soit quand même dans la problématique parce que j'ai un problème avec la fixation des prix par un individu. Ça ne se fait pas en économie. Le prix se détermine par les forces de la loi de demande et de l'offre. Quand on parle de production de cacao, les prix ne doivent pas être fixés par un ministre. Un ministre n'est pas ministre des prix. Un ministre ne se place pas au marché pour dire qu'on vend le cacao à 5 000. Non, ça ne se fait pas. On est en train de fermer l'économie du Cameroun. Et le prix de cacao que vous célébrez par toi, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Ça ne va pas tenir. Pourquoi? C'est le pourquoi qu'on recherche. Parce que dans la zone économique mondiale, le Cameroun n'est pas exclu. Le Cameroun n'est pas exclu pour fixer son prix à lui seul. Pendant qu'on vend le cacao en Côte d'Ivoire à tant prix, on vend au Gabon à tant prix, on vend en Guinée à tant prix. Et le Cameroun dit qu'il vend ça pas à 5 000. Ça ne va pas aller pour longtemps. Et je me justifie pourquoi? Parce que le cacao on peut dire ce sont des priorités micro, mais qui relèvent de la problématique macroéconomique. Parce que quand vous vendez le cacao, par exemple, qu'est-ce que vous achetez en retour? Vous achetez quoi en retour? Lorsque vous venez vendre le cacao, ou par exemple vous vendez le cacao à Konolinga, vous arrivez à Yaoundé, vous achetez quoi? Vous achetez des habits, des téléphones cellulaires, des chaussures. Par exemple même des voitures. Les femmes, non? Oui. On dote aussi les femmes. Mais vous dotez les femmes. Oui. Le matériel que vous utilisez à la dot, c'est importé. Ça veut dire que
c'est une façon de détruire plutôt les devises. Donc, quand vous parlez des prix de cacao, il faut faire très très attention parce que la production du cacao a 2 facteurs. On a le travail et on a le capital. On a l'intelligence. Dans le capital, là, il y a le prix. Le prix est fixé par le marché. Le prix n'est pas fixé par un individu. Lorsque c'est un individu qui fixe le prix sera élastique. Pas inélastique. Le prix doit être inélastique, mais le prix sera élastique parce que ça va aller seulement à court terme. Mais dans le cas, ce qu'on a vu tout à l'heure à Covagro, c'est eux qui ont fixé les prix. Non, dans les ventes groupées, c'est eux qui fixent les prix. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est Jean-Baptiste, il est Socrate. C'est Jean-Baptiste, nous apprenons ça dans les amphithéâtres de l'université. Oui. The law of force and demand and supply. Ça veut dire que la loi de débouché, c'est le marché qui détermine les prix. Lorsque les coûts sont à la hausse, peut-être les prix baissent. Ou bien les prix augmentent. Lorsque les prix augmentent, les coûts. Donc c'est en fonction des coûts et des prix, des coûts de production, coûts de distribution, coûts de publicité, coûts de tout ça. Donc il y a le coût et il y a le coût total, il y a le revenu total. Donc c'est le marché. Donc il doit avoir un déséquilibre. Le marché, le prix et le coût, c'est toujours en déséquilibre. Les gens individuels ne se regroupent pas pour dire qu'on vend à tel prix. Laissez le marché déterminer le prix. Comme en Côte d'Ivoire là, c'est au marché mondial, le prix augmente. Le prix va augmenter en Côte d'Ivoire, ça va augmenter au Gabon. C'est le prix baisse. C'est la même chose. Joe Walters est découragé par les producteurs. Non, découragé par les producteurs. Vous avez combien d'experts? Oui, vous avez combien? Je pas entendre. On aime la franchise de l'expert. Oui. Je dis ceci, je ne discute avec personne. Non, vous discutez avec nous. On échange. Non, on échange. Vous nous l'imposez là. C'est pas des parce que ce que vous dites n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir des limites. La loi de débauche. Votre analyse n'est pas. Terminez votre analyse. J'attends que vous terminez votre analyse et puis il va réagir. D'accord. Vous êtes en train de dire que ce qui se passe là, ça ne va pas durer pour longtemps. Voilà. Parce que le prix se détermine par les forces de la loi de l'offre et de la demande sur le marché de cacao. Ce n'est pas les individus qui regroupent pour fixer un prix. D'accord. Laissez le marché déterminer le prix. Est-ce que tu permets rapidement au coach de réagir parce qu'il n'est pas d'accord avec toi? Non, moi je me base sur une théorie. J'attends qu'il il amène sa part de théorie. Moi je suis avec Jean-Baptiste et Socrate. Sois donc patient. J'attends que lui convoque une théorie pour me contredire. D'accord. Parce que Reverend Thomas Matos avait contredit Esther Bosroff sur la loi de Joe Walters. J'attends Joseph Marie Loudou va te contredire. Laisse les autres là. Ce qui m'impressionne avec lui, c'est vraiment c'est les universitaires. Oui. Avec des récitations comme ça. Mais vous ne connaissez pas le terrain du cacao. Moi j'ai écrit un livre. Vous avez écrit un? Oui, j'ai un livre. Sur le cacao? Non, pas sur le cacao. Vous m'avez envoyé votre livre? Oui, je vous envoie la dédicace bientôt. J'ai écrit, mais pas sur le cacao. Mais moi j'ai donc écrit sur le cacao. D'accord, oui. Donc respectez ça. Je ne suis pas un bavard, j'ai écrit. C'est un livre qui a été estampillé par le CAMERCAP, le Centre de recherche des politiques économiques et sociales au Cameroun. Donc c'est un livre estampillé scientifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous parlez de C, Jean-Baptiste C. Nous parlons du cacao camerounais et de son évolution de la rente aujourd'hui vers la transition écologique. Vous avez entendu parler de cet itinéraire? C'est le nouvel itinéraire du cacao. Il parle de la rente vers la transition écologique. Et la transition écologique, c'est celle que vous voyez, la réglementation européenne que vous voyez là. En fait, c'est pour installer l'économie circulaire, pour arrêter la progression des plantations qui vont détruire les forêts. Nous allons vers une régénération permanente des exploitations. On va parler de cet aspect tout à l'heure. On ne court pas le risque de faire de la surproduction dans les 10 prochaines années. Et si je crois que je n'étais pas là, peut-être ou alors elle était là, la loi de l'offre et la demande qu'il évoque, mais il faut qu'il l'applique comme il faut. Actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Et si vous regardez, ce n'est pas M. Mbarga qui fait les prix, regardez les prix CIF qui viennent, qu'est-ce que c'est, CAF, FOB et Borcham. Il y a des prix qui sont des prix qui ne viennent pas du ministre de l'économie, ministre du commerce. C'est pas lui. D'accord. C'est pas lui. Donc je voudrais qu'on refuse. Et je voudrais également que... Jean, je voudrais savoir qui a fixé le prix quand on va à 5 000 là. Je voudrais également... Alors qu'on continue. Non, je voudrais qu'on soit d'accord. Vous avez vu les gens sont regroupés, les qui sont regroupés. Je voudrais que les producteurs. Non, c'est faux. Monsieur... C'est faux. C'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît. C'est faux. On dit pas c'est faux. Donnez votre argument. Donnez votre argument. Les producteurs sont face à un acheteur.
C'est la loi de l'offre et de la demande. Le problème qu'il a, il y a une complexité dans cette affaire qui lui échappe. C'est que nous sommes dans un marché où les entreprises de l'économie sociale rencontrent les mercantilistes qui sont les exportateurs. C'est-à-dire le producteur est isolé. Qu'est-ce que l'État camerounais a proposé? Que les producteurs se mettent en coopérative. En coopérative, oui. Pour constituer des forces du marché. Et le cacao se vend mieux, plus le stock est important, mieux il se vend. C'est quand même, ça ressemble à un paradoxe économique, mais si vous avez un stock important, pour des raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, à savoir qu'il y a une réduction totale des coûts de prospection, des coûts de manutention, etc., le prix pour le produit, l'acheteur est plus tôt. Parce que parfois, l'acheteur fait du routing. C'est-à-dire qu'il peut faire 10 points pour rassembler 40 tonnes. Or, si tous les 40 tonnes sur place, toutes les charges sont réduites et il est ça impacte le prix pour lui, et au profit du chemin. Je pense qu'il faut qu'on le dise. Et qu'il faut qu'on dise également que l'État du Cameroun a justement pris en charge l'accompagnement des producteurs. Depuis 2003, moi j'ai travaillé depuis 2003 dans le cacao. Mais lui, il est au village et il ne les voit pas. Non, il ne les voit pas. Non, est-ce que vous voyez la construction des GIC, les missions de l'État pour encadrer les unions des GIC, les fédérations des GIC, c'était ça, les encadrements institutionnels. Avant ça, il n'y avait pas de GIC au Cameroun. Mais ça reste sur le papier. Il y avait les Sénadec. Non, ce n'est pas sur le papier. Nous avons aujourd'hui, non, ce n'est pas sur le papier. Il y a une vraie structuration. Moi, j'ai chez moi. Le CICC est l'interprofession du cacao. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, lorsqu'on analyse l'économie, on ne retourne pas un modèle économique comme une chaussette. Vous voyez, les propositions que nous faisons aujourd'hui, justement, c'est pour, après analyse, corriger les biais. Comment faire en sorte que l'embellie observée, qui est technique, mais peut aussi connaître une chute s'il n'y a pas de mesures d'encadrement. On va rester sur ces mesures. Oui. On va rester sur ces mesures d'accompagnement. José-Marie Elondo, question de rassurer les petits producteurs. C'est le PCA de Covagro qui le dit. Il faudrait relancer les panélistes en leur faisant savoir que les petits producteurs ou producteurs individuels pourraient avoir de meilleurs rendements à l'hectare en raison de ce qu'ils prennent mieux soin de leur plantation. Il faut commencer par là. Alors, sur l'encadrement, je voulais parler et poser la question à celui qui est sur le terrain, qui coordonne un ensemble de producteurs. Est-ce que vous ressentez que l'encadrement est suffisant pour ne pas perdre les avantages qu'offre aujourd'hui le marché du cacao et qui semble bénéficier au Cameroun? Oui, je voulais d'abord revenir sur ce que le docteur a dit. Lorsqu'il dit que c'est un individu qui fixe le prix du cacao, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas le ministre? Bon, ce n'est pas le ministre. Le ministre a fait un communiqué d'une opération de vente qu'il y a eu entre un acheteur et une coopérative. Donc, le ministre a juste annoncé. Le ministre a fait une annonce. Il a donné l'information. Il n'a pas fixé le prix. Non, il n'était pas... Donc, il fallait... Il y a le patriarche qui dit que le guichet producteur, qui est un programme gouvernemental... Qui est au FODEC. Bon, moi, je ne peux pas parler des structures. Je sais que il faut en parler. Pourquoi est-ce que vous voulez garder l'information? Il faut que les gens sachent à qui s'adresser. Parce que, je vais dire, je travaille dans cette structure, mais je n'ai pas eu mandat de porter. L'information, c'est que le guichet producteur est tenu par le FODEC. Oui. Voilà. Mais c'est aussi dans sa localité, peut-être que... Une initiative du FODEC. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé à son niveau. Mais le guichet producteur... Ça doit arriver où? C'est pas encore argumentant. Dans la Sanaga maritime, on a lancé à Ngolmo-Dougaledénoma. C'est un programme, peut-être que la perfection n'est pas de ce monde. La communication va faire le travail pour que chaque producteur qui veut bénéficier des appuis de l'État puisse en bénéficier. Donc, concernant votre question... C'est-à-dire quoi bénéficier des appuis de l'État? Vous arrivez à Ngolmo-Douga, par exemple, dans la zone que vous citez, qui a subi... cette période-là, on a pratiquement abandonné toutes les productions. On a changé le plan de production. On a remplacé le cacao par le manioc ou la banane plantain. Ceux-là aussi sont appelés à venir vers le guichet producteur. Il faut d'abord indiquer que la cacao-culture est un problème de volonté. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à aller faire une culture. C'est libéralisé. Oui, c'est libéralisé. Donc, ceux qui veulent se lancer, ils sont nombreux en tout cas. Ils sont nombreux. Il y a les services du ministère de l'Agriculture qui sont dans chaque arrondissement. Dans les villages, il y a les postes agricoles qui sont au courant de toutes les initiatives que le gouvernement... Moi, je suis d'accord avec cette définition de... Ils sont dans tous les villages, ils sont dans les arrondissements. En fait, moi, je parle comme ça, je parle de ce qui se passe chez moi à Zuitele. Ah, vous avez beaucoup de chance là-bas. Oui, parce que lorsque nous discutons comme ça,
on apprend des autres pour amener ça dans nos villages. Et dire aux producteurs que non, il y a tel programme, qui existe. Maintenant, pour l'embellie. Monsieur Abolo, s'il vous plaît. Qui me donne 2 petites minutes dans sa parole. Il va vous donner 1 minute Une petite minute dans sa parole. C'est bon? Je ne peux pas lui refuser ça. Il ne peut pas me refuser. Vous êtes très gentil. Vous êtes très gentil, oui. Je voudrais, parce que lui, il affiche une réserve pour des raisons bien évidentes. Le délai... Mais non, normalement, il ne doit pas avoir de réserve. Quand vous prenez... le président de l'association des producteurs... C'est le président... Quand vous prenez... Être président et fonctionnaire, il complique sa vie lui-même. Jean-Jacques, il y a un programme dit de géolocalisation. C'est-à-dire qu'il est question de compter tous les producteurs et qu'ils soient référencés sur GPS. Ce travail est en train d'être fait. C'est à partir de... Quand ce travail est donc connu, parce que le gars de ton village, personne ne le connaît. Donc le travail... Surtout que le poste agricole a disparu. Il n'a même pas de bureau. Voilà. Il y a donc un programme de géolocalisation qui est en train d'être fait, qui va faire que tous ces producteurs-là soient référencés. C'est déjà en train d'être fait. Le Mungo, par exemple, a complètement bouclé. Là où les producteurs sont un peu plus organisés, parce qu'en fait, ça dépend un peu aussi de la capacité organisationnelle des producteurs. Il faut leur expliquer ça, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Mettez-vous en coopérative, vous serez fort. Le FODEC va vous remarquer parce que vous serez dans l'ANPCC, l'Association nationale des producteurs de cacao et de café. On va donc envoyer chez vous des agents qui vont vous référencer. Vous avez 2, 3, 4, 5, 10 hectares. On a associé à ça une flotte de microfinance et une affaire qu'on appelle les agro-dealers, qui sont les gens qui vendent les produits phytosanitaires. Donc c'est ce triangle-là qui va constituer le socle de l'accompagnement de l'État. C'est technique, c'est-à-dire que c'est des choses que moi, qui sont en train d'être faites. C'est limité dans le temps. Non, parce que là aujourd'hui, la situation elle est ponctuelle. On a une production de moins de 300 000 tonnes. La situation n'est pas ponctuelle. Oui. Je vous comprends, vous voulez avoir demain matin une production de 500 000 tonnes, ce n'est pas possible, ça soyez-en sûr. Ce qui est certain, c'est que il est possible au Cameroun aujourd'hui, si vous voulez investir dans le cacao, vous pouvez aller dans un village, vous dites à un producteur, à des producteurs d'un village, écoutez, moi je veux m'associer à vous. Ils sont très peu nombreux les producteurs qui ont un vrai hectare, c'est-à-dire 1200 pieds sur 10 000 mètres carrés. Vous pouvez venir avec vos moyens, vous entrez dans ce village, vous dites, moi j'ai fait des pépinières et je renforce vos plantations, j'accrois la productivité de vos exploitations, on se partage les bénéfices. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, le cacao aujourd'hui, et comme disait Archimède, donnez-moi un point d'appui, je vous soulève la terre. Hein? Je vais finir en disant que la fève ne représente que 20% de la valeur de la cabosse. Donc 80% sont jetés en brousse. Et je suis en train justement de faire une étude sur comment exploiter la cabosse pour lui donner toute sa puissance et pour multiplier le revenu du cacao par 5, 6 ou 7. Et là on ira... On vole dans l'ombre. On est en train de s'envoler dans l'ombre. Parce que ici, nous sommes dans on a libéralisé la vente du cacao au Cameroun. C'est-à-dire que la zone économique de la CEMAP, de l'Afrique, le Cameroun se dit que lui, il libéralise sa part. Et les pays qui sont en Afrique ne le concernent pas. Le marché mondial du cacao ne le concerne pas. Et vous croyez à ça? Qui a dit ça? Non, le marché a été libéralisé. Au Cameroun, oui. On a libéralisé. Il est libéralisé. Oui. Voilà. Même les Ivoiriens ont libéralisé. Le problème, c'est quoi? L'État ivoirien profite de l'embellie. C'est l'État. Comprenez très bien. En Côte d'Ivoire, c'est l'État. Le surplus là, qui reviennent ici aux producteurs directement, c'est l'État ivoirien qui les met dans les comptes de l'État ivoirien. C'est un mauvais système. D'accord, on va prendre rapidement. L'État ne doit pas intervenir. D'accord. Dans un système de production. C'est un choix d'école. Non, vous êtes libéral. Une fois que l'État intervient, on doit laisser la main libre. On doit avoir la main libre. Vendre leur cacao comme ils veulent. Sans l'intervention de l'État. Vous l'avez dit, on va s'arrêter une seconde pour question d'échanger avec quelques téléspectateurs, mais également d'avoir une page commerciale. Bonjour Jean-Jacques, bonsoir à Tom Padel. Il faut rappeler que lors de la campagne 2020-2021, le Cameroun a exporté plus de 292 000 tonnes de cacao, le portant
au rang de 4e producteur mondial. Je pense que l'on peut faire mieux car l'analyse environnementale valorise la cacaoculture sur savane qui a moins d'impact négatif sur les écosystèmes naturels. Caliste Alom de Yaoundé qui nous envoie sa contribution. Le panel, bonsoir. Je suis d'accord de l'analyse du grand frère Ilundu, mais ma préoccupation est de savoir ce qui va se passer lorsque tout le monde va retourner dans les champs. On pourra se retrouver face à une surproduction qui pourra encore baisser les prix. Je pense qu'on devrait être rationnel et encourager l'émergence d'autres cultures. Berthold depuis Banfeco qui envoie ce message qui relève des inquiétudes. Qu'en est-il des appuis apportés aux producteurs, cas du guichet producteur FODEC, où les producteurs ont été enrôlés et n'ont toujours rien reçu? Marius Zogo, nous avons contacté la cellule de communication du FODEC il y a 2 jours, mais on n'a pas eu suite. On voulait avoir un représentant du FODEC. On nous a dit qu'ils sont très occupés dans ci ou ça et qu'il va être difficile d'avoir quelqu'un sur le plateau. Il n'a pas été mandaté pour évoquer, mais en termes d'information, il nous dira quand même 1 ou 2 mots là-dessus. Bonsoir à vous, le plateau. Je suis d'accord avec le monsieur Amboubou. Le Cameroun ne peut pas tenir longtemps avec le prix de 5 000 francs, oui, le prix d'1 kilogramme. Pour le moment, c'est parce que les grands producteurs ont eu des problèmes, par le guet, blablabla, les Européens, au Najak, des puits manguiers, qui ne croient pas, en tout cas, qui disent qu'on ne peut pas tenir. De toutes les façons, tant que le prix du cacao se situe au-delà de 2 000 francs le kilogramme, les coûts de traitement ne s'envolant pas, l'activité nourrit bien son homme au Cameroun. Merci pour cette précision également de ceux qui participent au débat. On prend une page commerciale et puis on se retrouve derrière pour vos inquiétudes. En tout cas, vous en avez encore. Merci. Le Grand Prix d'Amérique, une course de légende. Les meilleurs cracks au monde s'affrontent pour écrire leur histoire sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce dimanche 26 janvier, vous aussi écrivez votre histoire avec 2 milliards de francs CFA à gagner. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Avec les exigences aujourd'hui, ceux qui demandaient si le Cameroun va tenir, il ne s'agit pas que du prix, il y a des exigences du marché européen, le cas du cacao. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonne émission. Il est important que l'État fixe même les prix, car s'il y a la pauvreté à l'extrême nord, c'est dû à la spéculation alimentaire où les commerçants font des bénéfices énormes et maintiennent les agriculteurs dans la pauvreté. Le cas de la Sodécoton, de la Semerie est une illustration. Les connaissances livresques, c'est bon, mais la réalité sur le terrain, c'est encore mieux. René depuis Marois, bonsoir le plateau. Je pense concrètement que le cacaoculteur a besoin d'encadrement. Sachons éviter ce sophisme des plateaux de télévision. Je suis de Djoum et gendre de Zouétélé. Personne n'encadre nos cacaoculteurs chez nous. Étienne Medjo, du côté de Djoum, le message est passé. Le président, il paraît qu'à côté de chez vous, là, on n'encadre pas les cacaoculteurs. Bonsoir à vous, au plateau. Très belle émission. Je suis un jeune Camerounais qui a hérité d'une petite plantation de cacao de mon grand-père depuis 20 ans aujourd'hui. Je vous assure, j'aimerais vraiment agrandir cette plantation et mieux traiter la parcelle actuelle. Malheureusement, sans moyens et sans emploi, sans vous faire les commentaires sur les oncles du village qui surgissent de partout pour me reprendre cette plantation. Landry depuis Oja, qui ne parvient pas à gérer cet héritage. Bonsoir le panel, le docteur a pleinement raison. Les prix du cacao sont homologués par le marché mondial qui a homologué le prix du cacao camerounais. Point d'interrogation. Victor depuis Ayos. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on dit? Et ton riche panel, bonsoir. Très bon sujet ce soir. Pour moi, je suis très d'accord avec notre frère qui dit qu'il y a un abandon des cultivateurs car le cacao a atteint les prix de 150 francs le kilo dans les années 97-98. J'en avais vendu à ces prix pour aller à l'école. C'est ce qui a poussé les planteurs à abandonner la culture. Cependant, les nantis le faisaient pour pousser les pauvres à l'abandon pour leur avantage car nul ne peut faire l'agriculture, la vraie, sans de gros moyens, surtout le cacao. Déri Vondor depuis Nkwekuk, c'est une localité du Cameroun, Nkwekuk.
le plateau. Pourquoi les acheteurs nous conditionnent ici à També? Et bon, Floribert depuis També. Et que là-bas, c'est qui? Les acheteurs conditionnent l'activité là-bas. Korkotonga, l'inquiétude, c'est vrai qu'on a coupé le président tout à l'heure. La question d'encadrement revient de façon récurrente. Les gens veulent bien s'engager, veulent profiter de cette embellie, mais ils ne sont pas encadrés. Oui, moi je voulais revenir sur un aspect. Pourquoi vous esquivez la question de l'encadrement? Je suis en train de dire, je voulais juste que... Parce qu'il y a trop de... Je crois qu'une émission comme celle-ci, oui. On devrait faire de la pédagogie. Oui, allez-y. Parce que les producteurs en ont besoin. Oui, comme ils veulent savoir pourquoi ils ne sont pas encadrés. De la loi de l'offre et de la demande, il y a aussi le rapport qualité-prix qui joue dans le marché. Le rapport qualité, le cacao camerounais, c'est ça qui a permis à ce qu'il ait un prix important au niveau international à cause de sa qualité. Donc, pour les embellis, comment faire pour que les producteurs soient encadrés? Parfois, les producteurs sont réticents. Moi, je vais vous prendre un cas de mon arrondissement. Lorsque je commence à encadrer les producteurs, je vois le sous-préfet. Je dis au sous-préfet que j'ai une idée parce que je travaille, je sais à peu près comment ça se passe, je veux que les producteurs de chez moi en bénéficient. Le producteur me dit, pompe-moi l'idée sur le papier, j'ai écrit. On invite les producteurs, ils ne viennent pas. Parce que je vous dis, notre contexte est... Pourquoi n'allez pas vers les producteurs? Non, parce qu'eux n'ont peut-être pas les moyens de payer la moto, vous venez vous accéder facilement à un producteur comme ça. On utilise tous les moyens qui sont à notre disposition pour atteindre le producteur. Peut-être à travers le chef de village. On fait une réunion que le chef de village doit venir avec les producteurs. Ou bien dans les chefferies. Il va les porter comment? Au dos? Non, je dis, ils ont les moyens sans forme de volonté. Pour 100 personnes d'aller vers une personne. Mon frère de Djoumla, moi je connais un frère qui travaille à l'UNCC qui est de Djoum, qui encadre les producteurs là-bas. Peut-être n'est pas au courant que ça se fait. Mais cela ne veut pas dire que les producteurs sont abandonnés. Il n'est pas peut-être à Djoum, ou bien il n'est pas au courant qu'il y a un encadrement qui se fait. Du coup, de ce côté-là. Alors, frère de Djoum, on dit que sur place, il y a un encadreur. Il y a un encadreur. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Il faut lui... Voilà, est-ce qu'il y a un bureau? S'il n'est pas au courant, il peut me contacter, je vais lui mettre. Est-ce qu'il y a un service, un bureau localisable du côté de Djoum, qui n'est pas une super grande ville aussi? Non, il devrait me contacter, je vais lui donner le contact de celui qui s'occupe de ça. Il va le retrouver où? Je suis en télé. Je suis à Yaoundé, j'ai le contact. D'accord. Bonsoir Info TV, je suis un jeune cacaoculteur et je ne m'y connais pas vraiment dans le domaine. J'ai 6 hectares de cacao. Je suis dans la Meufoué à Kono. Je profite de votre émission pour poser un appel d'offres à un spécialiste qui pourrait m'accompagner à Benga Armel. Alors vous êtes dans la Meufoué à Kono. Quelle localité exactement? Pour voir s'il y a aussi les encadreurs qui ne sont pas loin. Oui, les inquiétudes. Oui, Jean-Jacques Zé. J'ai une difficulté dans ma vie. C'est que quand je me retrouve soit avec les fonctionnaires ou les hommes politiques sur un plateau, ils ne disent jamais ce que les autres, les libéraux peuvent dire. Voici le président qui est là. On met en exergue le problème d'encadrement. Lui veut vous convaincre qu'on encadre partout et depuis. Les gens sont là, vous voyez les témoins, on vous dit qu'il n'y a pas d'encadrement. Il y en a dans certaines zones. Il n'y en a pas dans d'autres. Oui. Ça, c'est clair. Donc, vous retenez que la culture du cacao, si elle n'est pas bien encadrée et organisée par l'État, c'est la culture des riches, ce n'est pas la culture des pauvres. De deux, maintenant, je reviens, je pose la question au Seigneur, c'est vous qui posez les questions. Allez-y, vous avez le droit, c'est une causerie. Merci, concédez-le-moi. Seigneur, je continue de vous poser la question suivante. Pendant combien de temps, après avoir stocké, permettez-moi de m'exprimer comme tel, un important lot de cacao, pendant combien, admettons que peut-être nous ayons 20 000 tonnes, on peut le conserver sur place pendant combien de temps? Parce que si on peut le conserver pendant 2 ans, 3 ans, on peut faire du chantage à ces Européens-là, à ceux qui le consomment. Le problème est que on est toujours pressé, parce qu'on ne peut pas le conserver. Vous ne voyez pas cet aspect de la chose? C'est mon inquiétude. D'accord, sur la conservation, c'est vrai qu'on est en train d'entrer là sur les perspectives. Produit, c'est bien. Produit pour avoir un marché là, c'est bien. Et si le marché ne se présente pas, on va redescendre à 150 francs le kilo ou à 200 francs le kilo. Parce qu'il a dit que le cacao se vendait mieux lorsque la production était importante. Oui.
Alors, si on a une production importante, pendant combien de temps et comment pouvons-nous la conserver pour que nous soyons également maîtres de cette offre-là? Parce que les prix sont fixés à Londres, sur le marché international. Avant de venir ici, Jean-Jacques, je vais sortir par là, j'ai interrogé un grand cacaoculteur. On parlait du défunt président Ndongo Issoumba. Parce qu'on s'est dit que c'est juste après sa mort que les prix ont flambé. Beaucoup de gens se disent au quartier que c'est lui. C'est pas lui qui bloquait cette affaire-là. Je repose la même question. C'est pour ça qu'on t'a fait venir ici. On veut ce langage-là. Voilà. Les prix ont flambé juste après la disparition du président Ndongo Issoumba. Je présente mes condoléances une fois de plus à sa famille. Donc, comment vous pouvez nous justifier cette situation? Cette coïncidence. D'accord, mais allons-y sur les questions techniques. Non, j'ai fait un article dessus. C'est la loi le fait la demande. Vraiment, moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous ai dit dès le départ, quand je suis arrivé, on m'avait posé la question. Je vais donner les raisons techniques et agronomiques qui ont amené cette situation. Oui. Je ne pense pas que je vais me dédier là-dessus. D'accord. Vous pouvez le vérifier. Sur cette question-là, vous avez dit qu'on peut tenir, mais notre production est quand même relativement faible. Je voudrais... Est-ce qu'on peut tenir? Faible par rapport à quoi? Par rapport aux gros producteurs, par rapport aux autres. On est à moins de 300 000. Est-ce que vous m'avez suivi tout à l'heure? Non, peut-être qu'on ne vous a pas bien suivi. Alors, je vous dis que il y a ce qu'on appelle en économie l'avantage comparatif et l'avantage aujourd'hui compétitif. Concurrentiel. Ouais. C'est-à-dire que le Cameroun est en position d'avantage à la fois comparatif et compétitif. C'est-à-dire que pour 80 kg, par exemple, pour 100 kg de cacao, on exige 20 kg de cacao camerounais pour avoir les bons mélanges. L'arôme. Si vous faites la proportion, vous pouvez savoir à peu près, en réalité, en termes de compétition, de compétences, d'avantages compétitifs, que représente le cacao camerounais? C'est 300 000 tonnes par rapport à 2 millions de tonnes. À 2 millions de tonnes. Chacun peut faire ça. Et c'est pour cela qu'on est resté à 300 000 tonnes? Non, nous partons. Cet avantage comparatif-là. Je voudrais quand même que nous fassions l'histoire économique du Cameroun. Parce que les gens demandent à l'État d'encadrer les producteurs comme on le faisait avec l'ONCPB. L'ONCPB n'existe plus. Le nouvel encadrement de l'État, vous avez tendance à défendre énormément les producteurs qui sont des adultes. C'est quoi le nouvel encadrement de l'État? Ces gens qui reçoivent par exemple 3 millions aujourd'hui doivent pouvoir acheter leurs produits sanitaires, leurs produits phytosanitaires, leurs pompes, leurs pulvérisateurs. Ils doivent pouvoir l'acheter. C'est-à-dire que ce sont des adultes qui ont femmes et enfants qui reçoivent des revenus supérieurs aux revenus même des fonctionnaires de la ville. Mais ça appelle toujours un encadrement. Attendez. Il faut encadrer les masses paysannes. Non, j'ai dit ceci. À la gestion des revenus. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous dis ceci. Oui. Nous venons de faire un bond qui a surpris tout le monde. Oui. C'est-à-dire qu'actuellement, je l'ai dit à Dr Shaw, le Cameroun d'ici, l'année dernière, les producteurs ont reçu, chiffre de l'ONCC, 500 milliards de francs CFA. Directement dans le monde rural. Cette année, on attend dans les 1000 milliards. Et cette tendance peut durer 7 à 10 ans. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, vous allez avoir au Cameroun, dans le monde rural, près de 7 à 8 000 milliards qui vont entrer là-bas. Il y a donc une nécessité, un besoin urgent d'encadrement de l'économie rurale, de faire vraiment de l'économie rurale. Parce qu'il y a un ministère qui s'appelle ministère du développement rural. De l'agriculture et du développement rural. Il est question aujourd'hui de faire vraiment de l'encadrement rural. Voilà. Donc on est d'accord. Je rentre l'autre jour de Ngomezab, je m'arrête, je vois une femme qui fait un peu de bouffe, je m'arrête, je voulais manger la viande de brousse. La femme me dit, mais ici on ne va plus en brousse, hein. Les gens ne vont plus, ne tuent plus. On est des millionnaires ici. Ici, bon, alors, des millionnaires. On peut rigoler, mais c'est la le tonton se porte bien, c'est la préservation de la biodiversité. Oui. Vous voyez, les gars vont bientôt acheter leurs bouteilles à gaz, quand ils vont produire du gaz. Les gens vont bientôt acheter leurs bouteilles à gaz. À combien?
même si c'est à combien, ils vont l'acheter. Non, c'est pas parce que... C'est pas parce que... Le cacao va moderniser la vie du Camerounais. Le cacao, je vous ai dit que moi, je suis optimiste. Bon, les gens, je sais que 90% des Camerounais c'est normal, vous êtes resté trop longtemps dans la lutte contre la pauvreté. Il est question aujourd'hui de prendre des mesures pour que le pays emprunte le chemin de l'expansion. Alors, c'est ça le problème. Ces mesures, Joseph-Marie Londo, le paysan hier, on a parlé de ce que la SODECAO faisait pour le paysan, ce que les coopératives faisaient, les Kaplami, les Kaplanka, ainsi de suite, les API de l'Est, pour ceux qui connaissent cet encadrement-là. On est passé à des projets tels que le PNVRA, on ne les voit plus sur le terrain. D'ailleurs, on dit que certains ont utilisé l'argent pour faire les clips, parce qu'ils étaient devenus artistes. Mais il y a un fossé énorme entre ce qu'on dit ici à Yaoundé en termes de discours d'encadrement et le vécu là-bas. Et même ces 500 milliards qui sont allés au monde rural, ce n'est pas allé au monde rural. C'est allé aux fonctionnaires de la ville qui ont les plantations, aux ministres qui ont tous les terrains. Non, ce n'est pas vrai. On parle du terrain. Moi, je suis un gars du village. Lequel? Il est où? Je suis d'un Kolmios 2, après Evodoula. Mes cousins sont en train de refaire leur maison. En train de faire des parpaings, en train de faire leur maison, leur habitat. Mais c'est la réalité, c'est pas une blague. Là, cet argent, mais la production camerounaise est assurée par les petits producteurs. Hein. Les 300 000 tonnes là, c'est les petits producteurs. Les gros producteurs sont infinitésimement petits là-dedans. 60 hectares, c'est quoi le Covagro. Oui, Covagro. C'est quand même, nous sommes à près de 500 hectares, 500 000 hectares au Cameroun. 60 hectares, c'est bien pour lui. Pour un agent microéconomique, mais ce n'est pas la globalité. Je vous ai dit la projection aujourd'hui, parce qu'il faut travailler en termes de projection, c'est que le Cameroun est une des chances du cacao pour les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que dans la stratégie de redensification, il faut 100 millions de plants dans les vergers existants pour encadrer effectivement les superficies. Et les ressources augmentant, les producteurs sont désormais en mesure eux-mêmes d'entretenir leurs exploitations. Ils sont partis de 500 francs le kilogramme bord-champ à 3500, 4000 bord-champ. C'est-à-dire qu'un gars qui a une tonne, là au village, il reçoit 3,5 millions. Mais si ce monsieur, son hectare n'a pas augmenté en taille, la plantation est restée la même. Les prix des produits phytosanitaires n'ont pas pris plus de chiffres que ça. Peut-être ça a augmenté de 100 francs ou 200 francs. Mais il faut que les gens se responsabilisent. Qu'ils se responsabilisent. On va sur le terrain. On va sur le terrain de cet encadrement-là. Le petit encadrement évoqué par le Kokotonga ici n'est pas assuré à 100%. Maintenant, on demande que le cacao ne sera plus le cacao d'avant. Parce qu'il doit respecter les itinéraires, il doit respecter les exigences du marché avec le cacao sans déforestation. Si on n'a pas déjà encadré pour l'ordinaire, ces nouveaux éléments, comment est-ce qu'on les perçoit? Quand est-ce qu'ils seront mis à la disposition du petit producteur? Oui, Jean-José, vous savez que dans notre pays, nous sommes champions en programme et en slogan. Je viens d'apprendre là tout à l'heure avec l'expert, le coach, que nous sommes déjà dans un projet qui s'appelle la rente vers la transition écologique. C'est un nouveau concept comme ça qu'on nous amène dans l'environnement et on dit que maintenant, le cacao va nous amener vers une rente vers la transition écologique. Ce qui veut dire qu'en principe, on va commencer à respecter l'écologie. On ne va plus abattre les arbres pour planter notre cacao. Je me pose des questions. On fait comment? On demande, on dit que, la production est faible. Il faut la rentabiliser, il faut l'améliorer. En même temps, on dit que on veut respecter l'écologie, on ne coupe plus les arbres. Vraiment, cette contradiction-là. Alors, ce que je veux dire, Jean-Jacques Zé, lorsque nous venons à la télé, c'est pour au moins se dire la vérité. Dites-nous la vérité. Ce problème de cacao, nous n'allons pas trouver une solution si nous ne le prenons pas de manière globale dans un problème systémique camerounais. Les 1000 milliards
qu'il vient de nous annoncer pour cette année ou bien pour l'année prochaine, les Camerounais aiment bien entendre les milliards. Mais après, on sait où ça se retrouve. Pas chez les agriculteurs. Alors, comment on fait pour changer la mentalité de ceux-là qui sont habitués à savoir que quand l'argent arrive comme ça, il faut d'abord faire le mapartisme et puis voir comment disséquer petit à petit et puis voir si ça peut même arriver en cas de force majeure auprès de l'agriculteur. Il y a ce problème de mentalité. Et vous voyez, suivez mon regard, il y a cette corruption, il y a cette gabégie, il y a ce détournement. On fait comment pour en arriver? Est-ce que le Cameroun aura changé d'ici là, avec cette politique, cette flambée des prix du cacao qui arrive comme une manne? Est-ce que les Camerounais auront changé pour pouvoir vraiment la prendre, la rentabiliser et dire qu'avec le cacao, on peut finalement espérer une sortie de l'ornière? Alors, mon pessimisme des débuts, ça n'a pas changé. Ils ne t'ont pas convaincu malgré mais Didier, il faut avancer. Ils ne t'ont pas convaincu. Je reste toujours Mon objectif n'est pas de convaincre. On veut donner l'information. Oui. Alors, quelqu'un nous dit que, bonsoir à tout le panel, nous vous informons que le CICC est là, est en train de faire beaucoup d'innovations dans le cacao. Renseignez-vous auprès, soit des autorités, allez vous demander aux producteurs d'aller demander aux autorités ce que le CICC fait pour améliorer. Le CICC, c'est l'interprofession. Hein. Voilà. C'est-à-dire c'est l'affaire des producteurs. Oui, le producteur, il doit aller chercher le CICC. La personne qui vous dit ça ne va pas vers le producteur. La personne qui vous dit ça ne sait pas que le CICC travaille justement avec le producteur. En tout cas, il nous dit que c'est fait. C'est auprès, soit des autorités, voilà. Soit auprès du petit planteur de Doumentan. Là, c'est encore compliqué. On a demandé au petit planteur de Doumentan ce que le CICC fait. C'est Patrice de Douala qui salue un salut particulier à mon frère Avoto. Il vous salue, votre frère. Ça veut dire qu'il sait de quoi vous parlez sur le plateau. Alors, il y a des inquiétudes. Le cacao qui est vendu actuellement est celui qui est produit dans les anciennes méthodes, l'ancienne technologie. C'est-à-dire qu'on abat les arbres, on les plante là, ainsi de suite. Maintenant, il y a les exigences écologiques qui s'imposent. Comment est-ce qu'on fait pour assurer la transition? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour aller à cette transition écologique-là? Cela passe par la sensibilisation des producteurs. Ça a commencé? Ça a commencé. Moi, je parle de ce que j'ai fait. J'ai pris des groupes de producteurs et j'ai mis ce qu'on appelle les champs-écoles dans chaque village. Le champ-école, c'est cet endroit où les producteurs viennent apprendre les bonnes pratiques agricoles. Ce n'est que dans les bonnes pratiques agricoles que nous allons vers la transition agroécologique. Parce que qu'est-ce qu'on appelle transition? C'est-à-dire, c'est changer de pratique, de paradigme. Oui. Alors là, si nous restons à Yaoundé pour dire que, on veut dire, lorsqu'il faut tailler, il faut savoir à quel moment tailler, il faut savoir à quel moment mettre les pesticides, il faut savoir à quel moment mettre les fertilisants, il faut savoir à quel moment comment même cabosser, comment fermenter, comment sécher le cacao, tout ça, on doit les apprendre, c'est ça la sensibilisation. Donc, alors, qu'est-ce que vous dites au producteur de Yokadouma, qui, lui, il est en pleine forêt? Il y a la forêt partout là-bas, même à la véranda. Comment lui va faire celui qui est même à Yokadouma pour changer de technique? Favorable comment il va changer à la transition écologique parce qu'il n'a rien battu, il n'a rien coupé. Il est dans la forêt, c'est comme dit la forêt équatoriale. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller mettre le cacao comme ça. Sous les arbres. Il a juste besoin d'un certain niveau de... Ça vous amuse parce que vous croyez que... Non, alors c'est pour qu'on comprenne. Non, le Cameroun, la faute du Cameroun, c'est d'avoir justement garder sa forêt et avoir fait ce qu'on appelle le réglage d'ombrage. Alors, c'est-à-dire que quand on va dans un champ... Expliquons ça de façon claire. Parce qu'on dit transition écologique et que les Blancs disent qu'ils ne veulent plus le cacao qui a été cultivé après avoir déforesté. Maintenant, vous leur dites quoi? Qu'est-ce qui va changer dans leur façon de cultiver, celle qu'ils connaissent depuis des décennies? Il faut dire aux producteurs que s'il avait l'habitude de couper tous les arbres de son champ, il ne doit plus le faire, mais il doit le faire selon les normes. Il coupe quand même. Non, il ne va pas tout couper. Mais il coupe quand même.
Pardon, Répondez. président. Allez-y, Non, président. le problème, c'est que moi, je dis. Lui doit aller dire à Ezeka. Lui ce que doit vous aller, avez il dit. va dire à Ezeka que le guichet n'est pas chez lui. Ce qu'on a dit à la télé, c'est des politiciens. Non, moi, je suis un producteur. Moi, je suis un producteur. Chez toi, il y a le Moi, guichet. je suis un futur producteur. J'ai des producteurs que dès que je suis à la maison, ils viennent. Ils ont beaucoup Je de suis chance. sur le terrain. Oui, parce que je veux qu'ils soient au courant de l'évolution qui est en train de s'opérer. Alors, si vous êtes comme celui-ci qui nous écrit « Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel, j'avais été retenu dans le cadre d'une enquête nationale du PAM, le Programme alimentaire mondial, et la plupart des localités de l'océan qui faisaient partie de ma zone enquêtée, les producteurs tous se plaignent de l'abandon total du ministère de l'Agriculture. » Voilà, ça revient. Je ne suis pas outillé pour... Il parle du ministère de l'Agriculture. Mais vous êtes président de l'association. Oui, c'est une association privée, mais j'ai dit, il dit qu'ils ont été abandonnés par le ministère de l'Agriculture. Alors là, qu'il fasse sa demande au ministère de l'Agriculture, il lui pose ses doléances. Moi, je ne peux pas répondre de ce domaine. C'est pour dire que chez eux, ça va être compliqué. Personne ne va venir leur expliquer comment ils vont faire maintenant pour cultiver. Ils savent que dans faire son arrondissement, il y a le délégué d'agriculture qui est là, qu'il va lui poser le problème. Et le délégué va porter ça au niveau départemental. Est-ce que vous encouragez les mauvaises pratiques? Je suis pour les bonnes pratiques. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas au ministère de l'Agriculture, si c'est les motos comme avant, donner les motos à ces gens, qu'ils aillent rencontrer les producteurs qui ont déjà des difficultés à pouvoir se déplacer sur place pour leur donner. Si chacun se lève pour aller dans son chef-lieu d'arrondissement, connaissant les moyens de déplacement, imaginez-vous qu'il soit à Campo, là où il n'y a même pas la route. Je crois que nous qui sommes producteurs, nous savons qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites pour que l'information arrive auprès du producteur. D'accord, on est sur la transition. Comment est-ce qu'on explique cela? Comment est-ce qu'on vit cela? Comment est-ce qu'on amorce cette transition? Pardon une minute, moi je ne veux pas d'abord amorcer la transition. Je vais vous Toi, tu vas nous ramener à l'ancienne technologie. Non, juste une petite minute, Jean-Jacques. Oui. Je ne peux pas comprendre que seul le cacao camerounais produise un parfum rare sans lequel, je ne savais pas bien comme Limbi Lobé. C'est les experts qui nous le disent. Ça veut dire que s'il n'y a pas le cacao camerounais, il n'y aura plus de bon chocolat dans le monde entier. Ça, mon frère. Qu'est-ce qui vous impressionne dedans? Peut-être la terre a changé. Peut-être la terre a changé. Qu'est-ce qui vous impressionne dedans? Depuis les années. Qu'est-ce qui vous impressionne dedans? La terre a changé. Bon, on prend ça comme information. Vous savez que la saveur d'un fruit dépend de là où on l'a planté. Bon. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que ça dépend du climat? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on sache que ce cacao est bien particulier, mais on n'a pas réussi à augmenter la production. Les structures d'encadrement. La production est passée en l'an 2000 de 150 000 tonnes. Nous avons presque 2000 à 150, à moins de 300 000. Non, nous avons doublé. Non, 2 millions. La Côte d'Ivoire a fait du cacao. 300 000. Le président ivoirien de l'époque a fait du cacao une affaire personnelle. Entre-temps, on a abandonné. C'était le business. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, à cause d'une faute stratégique, la filière ivoirienne est en train de s'écrouler. Et je vous ai dit, c'est elle qui permet, c'est sa chute qui permet en fait la montée de la cours des prix Jean-Jacques, je voulais ajouter un paramètre, parce que lorsqu'il parle de 300 000 tonnes, je veux savoir, est-ce que c'est les statistiques de production ou bien les statistiques de commercialisation? Ce sont les statistiques de commercialisation. Mais ce n'est donc pas ça la production. Oui, mais puisque le reste va donc où? L'expert dit non. Ça veut dire que c'est quand on dit que la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes, le Cameroun produit 300 000 tonnes, on n'a rien compris. C'est pour ça que je suis en train de dire que les autorités qui donnent, ils doivent dire, parce qu'il y a une différence entre les statistiques de production et les statistiques de commercialisation. Quelle est l'information? Qu'est-ce qu'on produit? On produit combien de tonnes? L'autre point d'inquiétude. Est-ce que vous avez le bon chiffre? Oui, on va venir à ton inquiétude. Est-ce que vous avez le bon chiffre de la production qui soit différent des moins de 300 000 tonnes que nous connaissons? Non, je n'ai pas dit que j'avais un bon chiffre. Mais vous mettez en doute les chiffres qu'on les interprète mal. C'est lui qui veut dire que rien n'est fait. Toutes leurs coopératives là, ou leurs GIC là, ont deux acheteurs qui peuvent certifier le cacao au Cameroun. Il y a Théo Brouma et Cargill. Oui. Cargill appartient à Madame Kate Fosso. Cargill est américain. Fosso, c'est tel cas. Elle représente. Voilà. Cargill. Voilà. Elle a 250 millions de dollars. Ça, c'est les statistiques de 2020. 250 millions de dollars
en CFA qui donne 150 milliards de francs CFA. C'est ça qui fait... Elle était la femme la plus fortunée. Attendez, on a peur. Oui, la plus fortunée. Les producteurs peuvent aussi avoir peur. Puisque je vous dis qu'en dehors de Théobroma et Cargill, parce qu'elle vend son cacao aux Américains, le cacao camerounais, en 2020, les statistiques de vente de cette Madame Kate Fosso étaient de l'ordre de 30% d'exportation du cacao camerounais. J'ai cette information-là. On nous dit qu'elle aurait encadré les producteurs à hauteur de 6 milliards. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'ai lu ça dans le livre record des grandes personnalités économiques du Cameroun. L'inquiétude vient du fait que, est-ce qu'en regroupant tous les producteurs là, au sein des GIC, le prix qu'ils négocient avec ces GIC-là est le même que Théobroma et Cargill? Est-ce que c'est le même prix? Puisqu'ils ne sont que les deux autonomes à vendre le cacao camerounais, le cacao certifié. Alors n'allons pas très loin. Notre problème, c'est de gérer les clés de l'embellie et de voir les perspectives. On est donc à l'embellie aujourd'hui. Demain sera quoi? Ce qu'on a appelé les incertitudes du lendemain, qui convoquent l'organisation, qui convoquent l'encadrement, qui convoquent les formations et la transition vers les nouvelles techniques culturelles. Et on est sur la question de cette transition-là. Quand est-ce qu'on va l'aborder? Puisque la production qui vient de Yokaduma aujourd'hui, qui vient de Zouetele, c'est encore l'ancienne technologie. Quand est-ce qu'on va aborder cette transition? Il y a ce qu'on appelle en économie la faisabilité opérationnelle. Est-ce que vous avez évalué la faisabilité opérationnelle de la transformation écologique là, pour les perspectives? Personne ne l'a fait. Il n'y a personne qui a démontré une étude pour dire que c'est faisable. Parce que c'est une politique structurelle. Ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez descendre dans les villages et maintenant demander que les gens s'arrêtent d'aller au champ pour venir apprendre comment faire la transformation. En pleine crise. C'est pour ça que Kovaglo disait tout à l'heure que l'idéal, c'est de renouveler les anciens vergers. C'est pour ça qu'il parle de la faisabilité opérationnelle. Ça va prendre beaucoup de temps, vu le contexte actuel. Parce qu'on est en pleine crise économique. On est dans l'ajustement structurel. Et les gens n'arrivent même pas à manger. Dans les villages où... J'ai appris qu'on a arrêté un type avec 120 millions en train d'aller à Konolinga dans le sac avec l'opération Aigle de la gendarmerie. Il dit qu'il va aller acheter le cacao. Avec les mentalités comme ça, vous dites vous allez faire la transformation structurelle quand quelqu'un a 120 millions dans le sac à dos. Alors on est pas à Konolinga. J'ai l'impression qu'on ne parle pas la même chose. On est sur les questions techniques. Non, mais je dis que ce n'est pas faisable. Non, ça c'est une anecdote. Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Non, je dis que ce que vous parlez là n'est pas faisable. Quoi? Qu'est-ce qu'on parle? Passer de l'actuelle technique la formation, la transformation là. La transition écologique, je dis que ce n'est pas faisable. Parce que les producteurs s'occupent d'autres choses. On va continuer avec l'ancienne technologie pour produire le cacao. D'accord. Comment est-ce que c'est faisable? Il dit que ce n'est pas faisable. Non, vous dites que c'est faisable. Moi, je ne voudrais pas. Vraiment, faisons là un peu de science. D'abord, il y a une date limite des champs qui ont été faits à partir de 2020. C'est à partir de 2020 ou 2021 que la réglementation prend et elle entre en vigueur. Oui. Normalement, elle devait même entrer en vigueur en janvier de cette année, mais à cause de ces lourdeurs que vous évoquez, il y a eu un plaidoyer, on a renvoyé ça sur 1 an, le temps effectivement de mettre en place la nouvelle donne. Parce qu'il faut dire que c'est nouveau. Oui. C'est-à-dire que les gens ont pendant des siècles fait du cacao d'une certaine manière. Pendant des siècles. Bon, aujourd'hui, on leur dit, à cause des questions climatiques, El Niño et autres, et puis les questions climatiques, le climat devient tellement dur que même les cacaoyers commencent à en souffrir. Parce que l'excès de soleil les tue. Donc, en fait, nous sommes victimes, nous allons être finalement victimes, nous tous, de ces changements climatiques. Donc, c'est ça l'hypothèse de base. Comment éviter donc que notre cacao soit rejeté? Que faire? Le cacao camerounais, l'un de ses avantages, c'est qu'il est planté majoritairement sous bois. Oui. En fait, il faut le savoir, le cacao camerounais est planté sous bois. Oui. Si vous allez souvent dans les champs de cacao, vous allez voir que les champs de cacao sont plantés sous bois. Et au Cameroun, quand on plante, on fait ce qu'on a. Parce que le cacao a besoin d'un peu de lumière et d'un peu d'ombre. Donc, il y a donc ce qu'on a fait, on appelle le réglage de l'ombrage. Au Cameroun, on ne coupe pas tous les arbres. C'est l'un des avantages de l'exploitation cacaoyère au Cameroun.
C'est-à-dire que ce ne sera pas trop difficile pour les Camerounais. Maintenant, nous rentrons dans les techniques d'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on va maintenant même faire certaines cultures dans les cacao, dans les exploitations de cacao. Oui. C'est-à-dire que parfois, autrefois, on avait cru que le cacao devait être seul dans son espace. Aujourd'hui, il est démontré que ce n'est pas vrai. On va donc ajouter dans les exploitations cacaoyères d'autres produits, ce qui va faire qu'on va réduire même la pénibilité du travail. C'est-à-dire que si vous mettez le keleng, par exemple, au moment où vous venez faire le nettoyage du keleng, vous faites en même temps le nettoyage du champ de cacao, etc. Donc, au Cameroun, la question va simplement être une question d'identification des exploitations. Et c'est un travail scientifique. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir regarder sur un comment vous appelez ça, un GPS. On sait où se trouve l'exploitation de M. Zé. Et à partir de là, M. Zé, on ne peut vous prendre en charge que si on vous connaît. C'est ça le problème. Et ça, c'est une réalité. Et M. Zé se demande comment faire pour qu'il soit connu. Pour qu'il soit connu, il faut qu'il soit identifié. Voilà. Et maintenant, il est identifié par qui? Il y a un programme FODEC qui est financé et qui est, maintenant, vous allez me dire, tout le monde n'est pas dedans. Oui, tout le monde n'est pas dedans. Pourquoi? La meilleure manière de travailler, c'est que les producteurs eux-mêmes soient organisés. Dans le sud-ouest, par exemple, je suis allé travailler à Mounienga à l'époque. Les coopératives sont super organisées. Actuellement, le problème, c'est que comme il y a un peu des embats, oui, mais c'est bien organisé. Et c'est pour cela que Mme Kate, justement, elle prospère là-bas. Parce que, oui, Mme Kate, oui. Elle prospère là-bas. Et là-bas, ils font vraiment, on dit, bon, qui? C'est M. Zé qui présente. Vous avez votre... Oui. Combien de producteurs avez-vous? J'en ai 1000. Vous avez la liste? Oui. Avec les cartes d'identité et tout. Coopératif. On va lancer dans votre zone la géolocalisation. Monsieur Zé, vous en chargez. On vous donne à vous des téléphones portables et autres pour aller faire ce travail-là. Il est donc question aujourd'hui. Ça, c'est le guichet du FODEC. Ça, c'est le FODEC. Ah, d'accord. Qui le fait avec le CICC, avec les autres partenaires, avec l'ONCC aussi. Le gars de l'agriculture. Non, c'est des acteurs de l'État. Il y a l'agriculture à son poste, etc. Donc, maintenant, le fonctionnement, je ne peux pas vous donner comment ça marche. Mais ce qui est sûr, si vous allez au FODEC, je vous recommande d'y aller, on vous dira exactement le nombre de producteurs géoréférencés à ce jour. Alors, on demande au FODEC, des structures comme ça, de communiquer. Non, attendez, vous posez un autre problème. Vous posez un autre problème. Oui, je vous ai pas je vous dis, je me suis adressé au FODEC. Non, vous allez leur dire ça. Vous allez leur dire. Nous disons que... On les attend sur les plateaux. Non, nous disons que il faut être un peu optimiste pour le Cameroun. Je sais qu'il y en a qui disent non, ça ne peut pas donner. Ça peut donner. Ça peut donner parce que je vous dis, j'ai entendu le docteur Chaud dire que nous sommes en crise. Le Cameroun n'est pas en crise. Ah bon? Le Cameroun a une crise entretenue. Ah non, là, c'est... Il faut maintenant, toutes les conditions sont réunies. Lorsque Paul Biya annonce la crise en 1986, il dit que les matières premières ont chuté sur le marché international. C'est ce qu'il annonce et c'est pour ça qu'il y a crise. Aujourd'hui, toutes les matières premières sont au vert. Parallélisme déforme. La crise est finie. Il faut donc maintenant que l'État du Cameroun prenne des mesures, de nouvelles réformes, qui ne sont pas les réformes de lutte contre la pauvreté. Parce qu'actuellement, toutes les structures, y compris ceux qui commandent le pays, continuent à croire qu'on doit fiscaliser le vendeur de beignets. Alors que nous devons passer à la géoéconomie, au génie économique. C'est-à-dire comment capter les 500 milliards de francs CFA qui sont rentrés dans la campagne. Comment faire en sorte que les 1000 milliards qui vont entrer chaque année, avant qu'une éventuelle embellie s'arrête, comment faire pour que cela rentre dans l'économie? Parce que c'est de l'argent qui va directement, ce n'est pas le prêt de la Banque mondiale, il va directement en les mains des producteurs qui vendent. Tu vends une tonne, on te donne 3,5 millions ou 4 millions. Comment faire pour canaliser ça? Comment faire en sorte que cet argent rentre dans les circuits économiques? Et maintenant, les banques. Et c'est là où moi j'attendais cette question. Le vrai adversaire de l'embellie, c'est le déficit de l'argent. Voilà, c'est la question que je m'apprêtais à poser. Et vous savez, et maintenant donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent.
c'est que les acheteurs, effectivement, mettent la pression, ne veulent pas acheter parce qu'ils savent que les producteurs ont des problèmes financiers pour faire chuter les prix. Mais je peux vous rassurer que on m'a annoncé en Vangan, 700 tonnes, les gars ont bloqué. Ils disent qu'ils ne vendent pas. Alors, je vous ai dit qu'on a bloqué donc, je pense que, Menduka. voilà, je pense donc qu'il y a donc une bataille et pour chaud. L'offre et la demande sont en train de jouer là. Okay? Nous ne vendons pas tant que vous nous prenez à un petit prix. Ils vont finir par lâcher. Si ces gars tiennent pendant un mois, eux là, ils ne pourront pas honorer leur contrat qu'ils ont signé avec des broyeurs européens voilà ou quelque américains. chose de positif, Seigneur. Voilà la quelque production, chose de positif. l'encadrement, il a parlé des moyens tout à l'heure, les banques qui doivent accompagner les producteurs, mais la politique de l'État. Lorsque vous lancez une saison cacaoyère ou agricole, les mêmes ministres depuis 30-40 ans viennent vous voir avec machette ou edaba. Vraiment, on sent qu'il n'y a pas un contenu orgueilleux pour améliorer la production. Chaque année, on vient vous remettre une machette, la brouette, le pouce-pouce, et ainsi de suite. Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond ou on risque de rater tous ces milliards? Et vous faites très bien de poser la question, Jean-Jacques Zé. On est en train de tourner en rond. Il vient de soulever la question du financement. Montrez-moi une banque ouverte qui dit ici, moi je finance le paysan et qu'on arrive chez moi en Koum, c'est à Doumé, et qu'on me dise les paysans, ceux qui veulent se lancer dans la cacaoculture, venez allez toquer à telle porte, on va financer vos projets. Jean-Jacques Zé, quel financement, quelle banque a déjà financé l'entrepreneuriat jeune, l'agriculture? Où sont-elles? Alors, la banque agricole, je ne sais pas ce que c'est devenu. Le crédit agricole avait connu son sort. La banque des PME, non, on doit interroger tout cela. On va saluer quand même la Regional Bank qui vient de lancer un guichet agri-banking. Le tout premier, la Regional Bank, c'est un opérateur privé, c'est une information. Nous sommes dans un problème de constipation systémique, politique, où des gens n'ont plus vraiment... Ils ne trouvent pas les éléments pour proposer autre chose. Lorsque je salue le ministre du Commerce, parce que nous parlons ici là du cacao, mais vous voyez que nous sommes un peu dans une dialectique. Nous parlons du prix du cacao et nous parlons de l'agriculteur. Le prix est fixé par le ministère du Commerce. Du Commerce, lui c'est là-bas. L'agriculteur, c'est le paysan qui travaille chez moi au village. Où est le ministre de l'Agriculture dedans? Comment est-ce qu'il s'implique dans cette affaire-là où nous parlons de cacao? Parce que je voudrais attirer votre attention. Nous parlons de cela ici. Mais nous parlons de prix et... Sans parler de production. Voilà. Il faut donc que tous ces mécanismes-là, toutes ces politiques, comment elles sont mises en place? Quelle est la traçabilité? Quelle est la visibilité? Quelle est même la vision qu'on donne? Parce que lorsque on a déjà été surpris par la qualité des prix. Voilà. Maintenant, ceux qui ont la chance de regarder et d'écouter le coach ou d'écouter le président découvrent qu'il y a même... Il y a plein de choses qu'on peut capitaliser, on peut apprécier. Mais sauf que, est-ce que le Camerounais lambda est au courant de ça? Monsieur, il est coach, il écrit des livres, il a des niveaux d'information qui ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde. Alors, mon rôle est de les rendre accessibles. Merci, vous êtes sur le plateau. C'est pour ça que je suis là. Dites-nous merci. C'est vous qui devez me remercier. Je comprends pourquoi vous ne donnez jamais le carburant pour rentrer chez moi. Le livre est là. En fait, nous sommes dans un imbroglio. Nous sommes dans un blocus. C'est quoi? Est-ce que vous êtes hanté par les souvenirs des projets maïs, projets manioc et que le projet maïs, projet manioc, projet tout ceci. Comment il s'appelle, monsieur Didier, je vais vous dire une chose. Moi, je suis économiste et Seigneur veut dire que je suis un vieil économiste. Je suis même hors du circuit, en fait. Et moi, c'est parce que je suis têtu, je continue à me mettre à jour. Mes amis, généralement, sont au quartier. Je vous dis que je vous ai annoncé quelque chose. Vous qui êtes jeunes et qui voulez voir les fruits de la croissance, intéressez-vous au cacao. Tout à l'heure, vous avez parlé de la matière. La matière n'est pas mauvaise. Je suis en train d'écrire un projet qui s'appelle
le centre de traitement de la cabosse. Quand vous prenez la fève de cacao, d'abord, comment on l'obtient? Il y a aujourd'hui des outils qu'on appelle les écabosseuses qui peuvent vous cabosser 800 kilos à 1 tonne en 1 heure. Chose qui prend souvent des jours. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut passer on peut enlever la pénibilité aux producteurs Production artisanale à production. qu'ils ne vendent que sa cabosse. C'est au Cameroun. Il ne touche plus à rien. Il écrit un livre dessus. Dès qu'il a fini, il ne vend que sa cabosse. On a déjà expérimenté. Et la cabosse que vous voyez là, quand on les cabosse, vous avez le jus qui est là-dedans. Merveilleux. Le sirop. Merveilleux. C'est un sirop, et c'est des hectolitres, des mètres cubes que l'on déverse dans toutes les plantations du Cameroun. Qu'on jette. Vous prenez le cœur là où... C'est saisir toutes les opportunités qu'offre la cacao. Vous avez... Là où vit même la fève là, et la muciline, je ne sais pas comment on appelle le truc blanc là. Vous savez, on fait avec ça les sauces vinaigrettes. Moi j'en ai à la maison, moi j'en fabrique. Imaginez qu'on décide de faire des sauces vinaigrettes. C'est biologique. Ça se conserve à l'huile. Vous ne mettez aucun conservateur. Donc vous mettez des oignons, dont vous appelez les oignons de l'extrême nord. Nous rentrons dans un modèle intégré. Si vous voulez, vous mettez le parfum du persil, vous commandez le persil. Si vous voulez, vous commandez, de l'ail, vous commandez de l'ail. Le curry, vous mettez dedans. Et vous voyez que nous rentrons dans une économie avec une matrice input-output. C'est ça qu'on dit. C'est le monde merveilleux. Non, c'est faisable, ça se fait. On est d'accord. Je suis en train de vous dire. Troisièmement, c'est pour ça que je suis là. Parce que lui, vous allez, voilà, je vois ça ici. Faites-le chez vous. Je parle aux jeunes, aux producteurs. Vous pouvez le faire chez vous. Vous prenez la coque. C'est l'aliment de poisson. Imaginez, nous importons pour plus de 300 milliards en poissons au Cameroun. 300 milliards. Et le Cameroun, de Paul Biya, a des étangs d'eau partout qu'on appelle les retenues d'eau. Pourquoi vous insistez Cameroun de Paul Biya? Non, c'est parce que c'est lui. C'est son régime qui a produit ça. Qui a produit ça. D'accord. Attendez qu'il finisse. Je prends un peu encore. Je donne encore un peu. Vous avez Mekine, vous avez Lompanga, toutes ces étendues d'eau là. Si on décide de faire du poisson, on a l'aliment à côté, qu'on jette dans les forêts partout. En même temps, ça peut servir aux engrais, l'aliment de bétail, etc. Donc, donnez-moi un point d'appui. Donnez-moi un point d'appui, je vous soulève la terre. On revient donc à la question de l'encadrement. Dites donc au président Paul Biya. Bon, alors, l'encadrement, ces sectoriels doivent mettre ça en valeur. La seule chose que le président... Pourquoi on nous laisse jeter les coques? La seule chose que le président doit faire, la seule chose que le président doit faire, c'est de décréter la fin de la crise économique au Cameroun. C'est un décret. Oui, de décréter. Il était venu dire qu'il y a la crise. La crise est arrivée. Maintenant, il dit c'est fini. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les banques, vous voyez? Le secret des banques, c'est quoi? Les banques camerounaises vivent des commissions et des agios. Oui. Elles équilibrent leurs comptes avec les commissions et les agios. Elles sont commerciales, ces banques-là? Non, elles sont rentières. D'accord. C'est-à-dire que quand vous avez votre compte là-bas, on vous coupe les agios et les commissions. Avec ça, les charges fixes sont réglées. Et n'ont pas besoin d'aller chercher l'argent sur le marché. Donc, réduire les commissions et les agios, ordonner à toute banque de donner à chaque Camerounais un compte gratuitement, parce que en France, ça se fait. Gratuitement, vous inscrivez le nom de Zé, mon nom. Tout le monde doit avoir un compte bancaire. Et quand ils n'auront plus ces ressources-là, ils vont aller financer le cacao. D'accord, Didier. Voilà tout ce qu'il y a à faire, à mon avis, pour dire. C'est pour ça qu'il reste optimiste que la crise s'est terminée. D'accord. Oui, quand on écoute M. Elondo, on se dit waouh, comme c'est beau. Mais je le comprends, j'aime l'écouter. Il est passionné du cacao. Non, de l'économie. Passionné, moi je parle du cacao. Non, de l'économie. Oui, bien sûr, mais là on parle du cacao. Oui, comme focal. Il est passionné du cacao. Vous nous avez montré le cacao, vous l'avez même disséqué et montré. C'est énorme, c'est une richesse. Nous sommes ici que pour parler du cacao. Je ne sais pas si on parle d'autre chose ici. Juste que nous avons cette grande opportunité qui nous est donnée, qui est le cacao. La sève, la fève, la sève, la coque, la mille, je ne sais pas moi quoi. Quelque chose qui est blanc là. Qui est blanc là. Même tout ça, c'est de la muciline. Même son jus.
Tout ça, c'est de l'argent. OK. Mais comment donc faire que cet argent-là rentre dans la poche du cultivateur? Ou du Camerounais tout court. Je crois que c'est la problématique qui nous... Le cultivateur, lui, il a déjà l'argent de la fève. Maintenant que les autres viennent se greffer. Voilà, comment faire pour que cet argent entre dans... Quelqu'un crée une entreprise pour transformer les coques, pour transformer ci ou ça. Je comprends les pistes qu'il est en train de donner. Oui, tout à fait. Si le cultivateur s'intéresse à sa fève, vous pouvez créer votre petite entreprise pour récupérer les coques et aller nourrir les poissons. Vous pouvez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va terminer. On n'a plus que 2 minutes. Le président, pour les perspectives, vous dites que le ciel est bleu. Le ciel est sans nuage pour ce qui est du cacao. Non, le ciel est très bleu, la preuve. Comme votre tenue. Voilà, c'est pour indiquer qu'il y a des bourses d'opportunités. Et il y a même l'État qui a institué la prime qualité à l'effort. La prime qualité à l'effort. Oui, c'est-à-dire c'est la prime à l'effort. La prime qualité, c'est la prime à l'effort. Vous avez beaucoup d'informations. C'est-à-dire, oui, j'ai des informations, mais ceux qui en veulent, c'est pour ça que lorsqu'on se retrouve... Dites-nous merci, on vous appelle ici pour partager ces informations. Ne les gardez pas pour vous. C'est ça que je suis en train de dire là. Donc, nous pensons que les choses... D'accord. Et on conseillerait à l'agriculture, aux FODEC et aux autres, dans toutes nos communautés, il y a déjà les radios rurales, allez prendre les tranches d'antenne, expliquer aux gens ce qui est fait, donner l'information, rendre l'information accessible. Kokotonga, l'avenir. L'avenir, je vais d'abord dire 2 choses. Bon, le Seigneur a dit tout à l'heure que les plantes pouvaient pousser dans les cas. Je vous assure qu'en dehors de la banane douce, les racines de la cacaoyère broient toutes les autres plantes. Il a dit que le chef de l'État peut décréter la fin de la crise. Qui va hausser les salaires? À quel pourcentage? S'il décrète la fin de la crise, les salaires ont été baissés combien de fois? Regardez les conséquences que c'est. Ça peut créer d'autres choses. D'accord. Donc maintenant... si vous avez des inquiétudes, demandez au coach. Il va vous aider. Oui, quand je viendrai vers vous, je conclue en disant... Ça a été une très grande riche expérience. Jean-Jacques Zé, je reste très peu optimiste. Je souhaite tout simplement que le gouvernement essaye d'organiser ce secteur, et si le gouvernement est convaincu que ce secteur est porteur sur 10 ans, 20 ans, qu'il encadre et qu'on en tire les bénéfices. D'accord. Oui, j'ai écouté les aînés. Je crois qu'on est en train de remplacer quelque chose qui ne marche pas avec quelque chose qui n'a jamais marché. La transition écologique sans la transformation structurelle, vous tournez en rond. Terre à terre, je demande aux producteurs de cacao, l'argent que vous vendez le cacao avec là, si ça ne vous sert pas à reproduire quelque chose que le voisin peut manger, si vous utilisez ça pour venir à un acheter des téléphones cellulaires, alors vous tournez en rond. D'accord. Allez, bonsoir Gisette. Et mon simple entendement, notre père, M. Elundu, joue avec des mots. J'ai peur de dire que si nous arrivons dans son village, ces gens dont il parle s'agissent négativement à son encontre. Je peux encore insister ce que j'ai dit. Les petits cacaoculteurs avaient abandonné ce travail d'Eri Vondo de Kwekuk, département de l'Anvila, arrondissement d'Ifoulan. Merci de nous regarder de ce côté-là. Belle émission. J'ai besoin du numéro de M. José-Marie Elundu. Merci. Marcel, avec 2 L. Tout le monde ne peut pas nous aimer. Donc quoi, ben, voilà Marcel qui veut votre numéro. Voilà. Le numéro là. Il faut passer par moi. Comment les producteurs sauront comment les producteurs seront toutes ces soi-disant accompagnements que j'écoute sur le plateau si les chefs de poste qui ont la charge de vulgariser certaines informations et pratiques agricoles ne sont jamais là dans les villages. De quelle transition parle-t-on? Sincèrement, je pense que l'État central doit pratiquer une véritable vulgarisation et cela doit se faire au chevet des populations villageoises. Il n'y a pas que Yaoundé afin d'atteindre nos objectifs. Bill Tédou depuis le sud. Et puis on prend un dernier, Jean-Jacques juste un peu perdu. J'aimerais savoir comment justement faire pour planter le cacao, étant donné que nos grands-parents nous ont appris à abattre tout. Grand arbre dans la plantation pour laisser le soleil accéder au cacao. Et dans ma petite plantation, toutes les zones sous les grands arbres ne produisent pas vraiment. Landry depuis Odia. Alors, nous avons dit que nous souhaitons que la vulgarisation soit faite, que l'information arrive
aux destinataires que sont les producteurs pour un meilleur encadrement. Merci beaucoup au coach pour ce lot d'informations qu'on a reçues qui indique qu'il y a peut-être une vision, qui demandait la vision tout à l'heure, il y a peut-être des projets et des programmes. Il faut que ce soit implémenté pour que la crise soit terminée et qu'on puisse vivre du cacao et des bénéfices autour du cacao. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. Très bonne soirée à tous.